Salut, c'est Gladouane, multiple championne de France dans 4 disciplines différentes, triple saut, hauteur, longueur, heptathlon, demi-finaliste des championnats du monde, ça c'était à Berlin, médaillée d'or et d'argent aux Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, je suis retraitée depuis 2012. Aujourd'hui, également en tant que coach et thérapeute, j'accompagne les anciens sportifs de haut niveau à retrouver une vie stimulante et épanouie après leur carrière. Et dans cet esprit, afin de partager, de libérer la parole sur le deuil du sportif de haut niveau, de se sentir compris, de se sentir moins seul, j'ai créé The Gladouane Podcast. Donc, soyez les bienvenus. Nous partagerons l'épisode du jour avec un médaillé mondial. C'était en 2013, un médaillé de bronze aux Europes en 2016 en taekwondo. Nous accueillons Stevens Barclay. Tout le monde applaudit. Fais du bruit, bravo. La foule est applaudie. Parce qu'en plus, Merci Steven, pour ce on est Robert Represents, n'est-ce pas? Exactement, Robertin en force. Robertin de la Martinique, hein, pour resituer tous ceux qui ne connaissent pas ni la Martinique. Ils font pas partie du crew. Ils font pas partie du crew. On accueille tout le monde, on est ouvert, on est open. Exactement, c'est comme chez McDo, venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Dans l'épisode avec Maureen Nizima qui est sorti dimanche dernier, on parlait de justement McDo qui était l'un des sponsors principaux des Jeux Olympiques. Donc tu vois, on continue dans la même mouvance. Aujourd'hui encore un petit clin d'œil à McDo. Je vais demander un sponsor pour The Gladouane Podcast. Ça serait une bonne idée. Alors, à vrai dire, j'ai gardé mes réflexes de journaliste, tu vois. Je te présente encore comme un médaillé mondial, un médaillé de bronze. Mais j'ai envie qu'on dépasse ça. Ça me fait en fait en vrai chier de présenter les gens par leur palmarès parce qu'on est tellement plus que ça. Je trouve ça tellement réducteur. Et pourtant, je continue à le faire. Quand je te présente comme ça avec ton palmarès, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que ça te fait? C'est un peu particulier parce que je trouve que c'est vachement dans l'état d'esprit des gens de montrer les réussites avant de montrer la personne en elle-même. Moi, ça me fait que penser à des souvenirs. C'est pas représentatif de ce que j'ai fait parce que un résultat, ça montre pas forcément tout ce qu'il peut y avoir derrière. C'est super réducteur, je trouve. Même si ça parle positivement, ça montre quand même quelques exploits que tu as pu accomplir. Mais pas que. Il n'y a pas que cette partie-là. Tu vois, il y a d'autres parties qu'on a travaillées et je trouve que ça les montre pas. Donc c'est une bonne chose, mais pas que. Tout à fait. D'autant qu'on peut finalement on cite les climax d'une carrière. J'ai compté, il y a à peu près 17 médailles, voire plus. Donc c'est vrai que pour presque avoir un topo sur toute ta carrière, il aurait fallu citer chacune d'entre elles. Donc c'est vrai que c'est étonnant. D'un côté, on a envie de valoriser et de dire, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a dominé la discipline, qui a fait partie des meilleurs. Donc on a envie de parler du palmarès. Mais d'un autre côté, on se dit, mais merde, il n'est pas que ça, quoi. Il est plus que ça. Et puis, c'est surtout que... même j'imagine que quand tu as interviewé tes potes, parce que souvent c'est tes potes que tu as, et puis des connaissances, etc., le monde du sport c'est un petit milieu, c'est pas forcément les meilleurs moments pour le sportif en lui-même. Tu vois, mes plus beaux moments, c'est pas forcément mes plus grosses médailles. Il y a eu des moments c'est forcément des beaux moments, mais il y a eu des moments qui ont été tout aussi passionnants et qui était peut-être plus petite, une blessure, le retour d'une blessure, ce genre de choses. C'est des choses qui impactent autant, on va dire, toutes les émotions qu'une grosse médaille alors que tout allait bien. C'est marrant, tu fais encore écho avec Maureen Nizima, l'escrimeuse, qui elle aussi raconte. J'ai une copine, on est des crews. La Martinique représente également. Maureen expliquait que après son titre de championne du monde, elle a vécu la déception d'après titre parce que finalement elle s'attendait, tu sais, tu le sais, hein, quand tu construis ta carrière, tu attends les grands exploits et puis finalement quand ils arrivent, t'es un peu déçu de ce qui se passe derrière. Et là aussi, c'est ce que tu dis, quoi, que tes meilleurs moments finalement, c'était pas tes plus grandes victoires. Ouais, c'est marrant. En fait, tu t'attends à des choses et ça, souvent ça tombe un peu parce que tu te dis c'est pas à la hauteur de ce que j'ai dépensé ou c'est pas à la hauteur de ce que j'imaginais.
Alors qu'il y a des moments où justement, et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être ce qu'on fait la beauté de l'événement, c'est que tu t'attends à pas grand-chose, et en fait, il arrive des choses et il se passe des choses qui sont sublimées par les efforts que tu as pu donner, par la dureté que tu as pu avoir à acquérir un petit truc alors qu'avant tu y arrivais facilement. Et je pense que c'est tout ça qui mélangé qui fait que tu t'apprécies d'autres moments plus intensément que les grosses médailles. Tu parles de dureté et ça me fait me poser une question que j'ai jamais pris le temps de poser. Au taekwondo, quand on fait un assaut, est-ce que quand l'adversaire nous porte un coup, est-ce que c'est douloureux ou pas du tout? C'est juste une touche. Alors, faut savoir qu'au taekwondo, c'est des coups portés à pleine puissance. Ah oui. Alors bien Donc évidemment dans un combat, vu qu'on fait pas du kickboxing ou du muay thai, en fait c'est pas des coups tout le temps portés à pleine puissance parce qu'il y a beaucoup d'enchaînements. Nous c'est vraiment dans l'enchaînement, donc du coup il y a, on va dire sur un enchaînement de 5 coups de pied, tu vas en avoir deux qui vont être à pleine puissance, voire un. Les autres feront des tactiques d'approche ou des façons de casser un peu la garde de l'autre avant d'arriver à la finalité et de mettre le point. Mais il faut savoir qu'on est des sportifs préparés. Donc, en soi, ça fait pas mal parce qu'on est préparé. Maintenant, si je fais la même chose sur quelqu'un qui ne l'est pas, je pense que chaque coup fait mal. Donc, voilà. Oui, ok, c'est bon à rétablir parce que quand tu fais de l'athlétisme, par exemple, personne ne te touche. Même éventuellement, le moment où tu peux toucher quelqu'un, c'est dans un relais ou sur les haies, tu sais, où il tape l'adversaire d'à Ouais, bien côté. sûr. Généralement, vaut mieux éviter parce que tu risques d'être sous le coup d'une réclamation. Donc, c'est vrai que je m'étais jamais posé cette question, mais quand tu as parlé de dureté, je me suis dit, mais physiquement, alors on voit les jambes là qui s'envolent parce que vous êtes capable d'enchaîner des coups avec des jambes qui vont super vite. C'est super impressionnant. D'ailleurs, si tous ceux qui connaissent pas le taekwondo, je vous invite à regarder au moins 2-3 compétitions parce que ouais, moi d'ailleurs après ma carrière d'athlète, j'ai voulu tenter le taekwondo. Je sais pas, ça me plaisait bien de voir la manière dont vous leviez les jambes, les cris. Comment vous l'appelez d'ailleurs ce cri? Alors ça s'appelle un kiap. Ok. C'est pour extérioriser et tu vois c'est un petit peu comme en boxe parce que les gens quand ils frappent et qu'ils sont trop tendus, c'est pas forcément bon, c'est pas ce qui donne le plus de puissance, etc. Et donc du coup pour libérer un peu et impressionner aussi, on a cette manière justement de crier pendant le coup et après coup qu'on appelle le clap. Mais en fait c'est ce que tu dis c'est vrai, c'est comme tu vois, les gens me parlent souvent et me font la relation avec le MMA, mais pourquoi tu vas pas, etc. Et ils me parlent de violence dans le MMA, etc. Alors oui, c'est un sport violent, mais moi, en tant que combattant, je le vois pas, je pense comme la plupart des gens, parce que je remets avec le recul, le fait que c'est des personnes qui sont préparées à ça. C'est-à-dire que même à l'entraînement, déjà, ils se préparent à cette dureté de combat. Donc du coup, oui, c'est violent pour des gens qui sont pas dans le combat et qui sont encore moins dans le combat presque libre. Mais pour eux, c'est pas si violent que ça, tu vois. C'est des choses qu'ils voient tous les jours. Donc ça devient presque une normalité de se battre de cette façon, de cette façon-là. Ils enlèvent juste leur protection qu'ils avaient à l'entraînement et eux ils se tapent comme ça. Et pour eux c'est complètement normal. Même Et si c'est tu te vrai dis que c'est des malades. tu viens Mais de me parler effectivement de il la faut. normalité et en quelque part du sentiment de sécurité. Moi, j'étais 3 mois là en Thaïlande l'année dernière en 2023, donc forcément j'ai fini par prendre des cours de boxe thaï. Au début, tu vois, il y a que toi qui frappes. Au début, il y a que toi qui frappes. T'as un coach et ton coach il est habillé, tu le frappes. Et d'un coup, pour passer à l'étape suivante, mais il te prévient pas. Il lance une jambe ou il lance un bras. Et il m'a à peine touché. Moi, j'étais choquée parce que j'ai fait un sport où personne me touchait jamais. Donc quand je Ouais, le dis, contact est pas. pourquoi il me frappe, le monsieur, il est méchant. Mais bon, évidemment, ça faisait partie de l'apprentissage, mais j'ai beaucoup de mal avec ça. Peut-être que ce serait cool que j'aille justement tester des sports de Mais combat il y a pour beaucoup de gens qui ont du mal avec ça et parce qu'ils voient en fait ce rapport de ce contact d'une façon. Alors peut-être que ça leur fait penser à d'autres choses plus négatives. Mais si je peux aider les gens qui veulent passer ce pas-là, de se dire j'ai envie de tester des sports de combat, etc., mais j'ai peur de me faire frapper, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'aurais tendance à dire que, alors déjà, on n'est jamais obligé de faire de l'opposition dans un sport de combat. Il n'y a rien qui nous oblige à le faire. Dans n'importe quel club,
logiquement, on peut juste rester sur des cibles, sur de l'échange très léger, sans contact, etc. à partir du moment où on en parle à l'entraîneur. Mais il faut voir aussi les sports de combat comme des jeux d'échecs. C'est vraiment ça que je me mets en tête. Je pense pas aux coups qu'il y a, en fait, même si j'en prends, même si j'en donne. Je pense vraiment à une stratégie que je mets en place. Et si je perds, bah, je prends des coups. Si je gagne, c'est moi qui en mets. Et c'est vraiment ça que j'ai en tête. Donc du coup, je m'amuse. Et c'était une de mes particularités. C'est vrai que je souriais beaucoup quand je combattais, parce que je prenais vraiment du plaisir à ça. Et je pensais pas du tout à... Parce que je suis pas bagarreur dans la vie. Mais j'ai toujours pris du plaisir à me battre à l'entraînement. Et l'opposition, vraiment, je la cherchais. C'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Justement, puisque tu parles d'opposition, j'ai fait mes devoirs et dans Taekwondo Data, ils annoncent une moyenne de victoire de 54,2. Waouh, c'est énorme. Enfin, je me rends pas compte, mais c'est énorme quand même, 54,2. Alors c'est un bon ratio. Alors il faut savoir que au taekwondo c'est pas comme en boxe ou comme en MMA, vu que c'est quand même moins violent, je trouve en tout cas pour ma part. Bon après ça dépend des combats, mais tout est relatif. Mais on a plusieurs combats dans la journée. Donc du coup on peut avoir en moyenne 5 combats dans la journée. Donc ça commence à 8h30 le matin, ça finit à il n'y a pas d'heure, ça peut terminer, les championnats du monde, je crois ils avaient terminé pour moi aux alentours de 23 heures, quelque chose comme ça, et j'avais commencé à 9 heures le matin. Donc du coup, c'est très très long, et t'as ce ratio dans la journée qui augmente ou qui descend en fonction comment dire, du niveau auquel tu perds. Et donc du coup, ce ratio, il est plutôt bon parce que c'est un ratio plutôt positif. J'ai très longtemps gagné, et puis après est venu le moment des blessures qui ont fait un peu chuter ce ratio. Mais j'ai toujours été, en tout cas, j'ai toujours fait partie du top 10 mondial dans ma catégorie. Justement, pour revenir à cette carrière qui est atypique, parce que ton histoire, elle est particulière, hein. Tu arrives au taekwondo, tu arrives au haut niveau assez tard. Ouais. Ouais, très très tard. Justement, c'est ce qui a étonné un peu tout le monde. Alors après, j'ai eu la chance, et je pense que c'est ce qu'il faut trouver dans sa vie, hein, peu importe ce qu'on fait, que ça soit professionnel, sportif, etc., d'avoir des personnes qui m'ont entouré et qui m'ont ouvert les portes, quitte à prendre quelques risques eux-mêmes. J'ai eu mon entraîneur, moi, qui m'a largement aidé, et les personnes qu'il a mis autour de moi qui m'ont aidé à un moment donné. Alors pas tout le temps parce qu'il y a eu des personnes qui étaient un peu moins positives, mais j'ai commencé le taekwondo, j'avais 22 ans. Je suis rentré en équipe de France à 24. T'imagines? Attends, non. Tu dis ça comme si c'était normal. Attends, remettons les choses dans le contexte. Non, mais il faut remettre les choses dans le contexte. C'est-à-dire, à l'âge où certains arrêtent leur carrière, à 22, toi, tu découvres, enfin, 21 ans, 22 ans, tu découvres le taekwondo. Comment tu découvres le taekwondo? Et comment on passe de 21 ans, je découvre le taekwondo, et quelques années plus tard, ça y est, je suis au meilleur niveau mondial. Ouais, c'est vrai qu'on me pose souvent cette question. Et je ramène toujours à ma personnalité qui est assez extrême dans les situations. C'est-à-dire que quand j'aime quelque chose, j'ai tendance à pas avoir de limite dans la passion que je vais avoir. C'est-à-dire que si j'aime la guitare, je peux en jouer 8 heures par jour. Enfin, j'ai vraiment des excès, et quand j'ai vraiment envie de rien faire, j'ai vraiment envie de rien faire. Donc c'est un peu particulier, double personnalité un petit peu. Et c'est vrai que j'ai toujours été très très bon dans le sport. Peu importe les sports que j'ai fait, j'ai toujours eu un bon niveau. Et je revenais des Antilles. Et c'est vrai que j'étais parti juste avant aux Antilles où je faisais du roller. Donc je faisais du roller sur les rampes, street, etc. Et j'avais un plutôt très très bon niveau, et j'essayais d'accéder justement au sponsoring, etc. Et ça commençait à arriver. Et quand je suis parti aux Antilles, il n'y avait pas de structure. Donc j'ai dû arrêter. Et c'est vrai que c'est un moment qui a été assez dur parce que j'étais vraiment tous les jours au roller. Je partais au collège en roller, je revenais, j'allais m'entraîner, et je devais m'entraîner presque comme un sportif de haut niveau, et personne ne m'entourait. Donc pour moi, c'était vraiment la première fois que je m'investissais autant dans quelque chose où mes parents m'ont emmené aux Antilles et m'ont dit bon, bah, de toute façon on pense pas forcément à toi, ou en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc du coup je l'ai super mal vécu, et j'ai arrêté complètement le sport.
Et quand je suis revenu des Antilles, Attends, pour bien euh, comprendre, tu vivais en France avec tes parents et ils ont décidé de déménager exactement. en Martinique. Voilà, ils ont décidé de déménager en Martinique. Ils ont essayé plusieurs fois. Plusieurs fois, ça a loupé. Ils ont essayé une dernière fois et cette fois-ci, effectivement, j'étais en période de roller et donc ça m'a coupé un petit peu dans le délire. Et quand je suis rentré en métropole, il a fallu que je me remette aux études. Donc, je suis parti dans des études de mécanicien automobile. Et du coup, j'ai complètement arrêté le sport parce que j'habitais dans l'Eure, j'étais à la campagne. Enfin, il n'y avait pas grand-chose. Il fallait des moyens de transport pour se déplacer. Et c'est vrai que ça me trottait dans la tête de me dire qu'est-ce que je fais comme sport, etc. Ça me manque, machin, etc. Donc là, tu es Et revenu quand en j'ai eu France. mon, Là, tu plus en Martinique, tu ouais, parles de l'Eure. je suis revenu en Département France. de Je suis l'Eure, revenu en en Normandie. France, Mhm. exactement. Et donc j'obtiens mon diplôme de mécanicien automobile. Mon père tout de suite me dit, attends, je charge le téléphone qui est en manque de batterie. Mon père me dit, écoute, version antillaise, il va falloir vite que tu travailles. Tu viens d'avoir ton diplôme, il faut partir de la maison. Donc, Donc toi, tu es une métisse, hein, on est d'accord. Ton père est martiniquais exactement. et Mon ta père est mère, martiniquais, ma mère est métropolitaine. d'accord, de Normandie, du coup. Non, 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 de région Oh, parisienne, d'accord. Montmorency pour être plus précis. Et donc du coup, mon père me dit, bah écoute, il faut que tu trouves un travail. Je vais pas payer les factures tout le temps pour toi. T'es grand maintenant. Donc j'avais un grand frère qui habitait en région parisienne à Cergy-Pontoise, là où j'avais déjà vécu avant. Et je l'appelle, je lui dis, écoute, papa vient de me dire qu'il faut que je trouve un boulot. Je sais qu'il y a pas mal de garages autour de chez toi. Est-ce que ça te dérange si je viens vivre chez toi? Il me dit non, il m'accueille, je trouve un travail et je bosse comme ça pendant 3 ans chez Renault. Pendant ces 3 ans, en fait, en fin d'année, je me balade dans un centre commercial et je me dis, il faut vraiment que je refasse du sport, c'est pas possible. Et je tombe sur une affiche d'un mec qui fait un grand coup de pied, c'est asiate, genre stéréotype. Et je me dis, il faut que j'appelle. C'est le moment, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit qu'il faut que j'appelle. J'appelle et je me trompe de numéro et je tombe sur un mec super désagréable. Et je me dis, le mec, limite, il a pas envie qu'il y ait des gens qui viennent s'entraîner chez lui. Je me dis, bon, allez, je me suis peut-être trompé de numéro, etc. Je regarde l'affiche, je rappelle ce numéro-là. Et c'est un autre mec qui me répond, super gentil, super sympa. Et c'est le club qui est maintenant, je vis à, je sais pas, 300 mètres du club. Et le mec me répond, super agréable, me dit viens faire un test, etc. Et je viens au club et je fais mon premier cours, donc c'est un cours de gradé. Et à la fin de la séance, le mec me dit mais t'as déjà fait du taekwondo ou t'as déjà fait des sports de combat, quelque chose? Je lui dis non, jamais, etc. Et c'était au moins la 6e personne dans la soirée qui me posait la question. Et tous les gradés me disaient, mais tu viens de quel club, machin, etc. Je leur disais, non, je commence en fait là. Et les gens me disaient, ah, bah, franchement, pour quelqu'un qui commence, c'est plutôt pas mal, etc. Tu devrais continuer. Alors moi je me dis, bon, bah c'est sympa. Et du coup, je demande à l'entraîneur des papiers d'inscription, je m'inscris. Et comme je te le dis, vu que je suis assez extrême, je demande à venir assez régulièrement, voire tous les jours. Et quitte à en délaisser un peu mon travail. Alors ça s'est pas fait tout de suite, mais dans les débuts, je me suis entraîné normalement. Et puis après, au fur et à mesure de voir que très vite mon niveau grimpait et que je rattrapais le niveau des compétiteurs, ça m'a donné envie de m'investir encore plus. Tu Parce que m'étonnes. dans mon club, il y avait une partie combat, une partie loisir. Moi, j'étais dans la partie loisir. Et je demandais à venir dans la partie combat. Et l'entraîneur me disait, écoute, ça fait 3 mois que tu es là, tu peux pas venir dans la partie combat, c'est pas comme ça que ça se Tu passe. vas se faire défoncer, mec. Ouais, exactement. Et moi, je lui disais non, je disais, je te promets, ça va le faire, etc. Il me dit, ok, d'accord, bah écoute, à ce moment-là, on va faire venir, il fait venir le prof secondaire et on faisait ce qu'on appelle des points en or. C'est-à-dire le premier qui marque a gagné. Donc ça laisse quand même pour moi l'opportunité à n'importe qui de pouvoir gagner, tu vois. Et même si tu as un bon niveau, c'est qu'un coup de pied à donner pour moi dans ma tête. C'est un peu réducteur, mais du coup c'est peut-être ça qui a fait que la réussite est au rendez-vous. Et du coup l'entraîneur vient et je le bats. Tout le monde est choqué Ah, mais, et mais lui clairement. et lui le prend très très mal
Il dit non, on refait le combat, c'est pas possible. Alors on refait et effectivement à ce moment-là il me défonce. Donc je me dis c'était peut-être un coup de chance, mais Ouais, il c'était t'avait plutôt pas mal. sous-estimé Bon, peut-être, tu sais. voilà exactement. Mais l'entraîneur trouve ça bien. Il me dit écoute machin, je vais y réfléchir. Et il me dit bon si tu veux venir dans l'équipe combat, il faut que tu fasses un petit peu ce qu'on appelle chez nous des pumse, mais en karaté tu l'appellerais des katas. D'accord? Il me dit il Mhm. faut que tu apprennes jusqu'à tel pumse. Et donc il me dit le Donc on est numéro d'accord, 3. c'est des combattants C'est des imaginaires. combats imaginaires. Combats Ouais, imaginaires où tu tapes dans le vide et où tu t'imagines une chorégraphie et tu dois la faire et tu as des mouvements précis à faire et tu dois terminer à un point précis de la salle. Et donc il me dit ça, donc moi je m'entraîne tous les soirs, tous les matins, etc. Parce que du coup, en plus j'aime pas ça du tout, parce que c'est trop chorégraphié. Enfin pour moi alors que c'est super bien, mais moi c'est pas dans ma tête. Moi j'ai le c'est combat pas dans ce que ma tête tu cherchais, et toi. voilà exactement. Et euh, et du coup je fais ça et je me rappelle d'un vendredi, parce que vendredi c'est là où tout le monde s'est réunissait, les gradés, les débutants, les intermédiaires, il y avait tout le monde. Et je me rappelle qu'on est tous en ligne pour faire le salut. Et donc il explique l'histoire, il dit bah voilà, bonjour à tous. Alors je vais vous présenter Stevens qui essaye de passer dans la partie combat. Donc ça met une petite pression quand même, tu vois. Alors il me dit il a la prétention de vouloir combattre avec les combattants. Il vient d'arriver, je lui ai demandé de faire ça, on va voir s'il sait le faire. Donc grosse pression, je commence et j'y arrive plutôt bien et il me parle pendant que je fais ça. Et c'est super dur de se concentrer pendant que tu fais ça. Vraiment, quand t'as pas l'habitude et que quelqu'un te parle et que tu dois faire une choré, c'est comme si tu faisais tes gammes en athlée, tu vois. Il y a des mouvements parasites qui vont venir. Et du coup, j'y arrive pas. Il dit, bon, bah, ça sera pas pour cette fois. Mais pourquoi il te parlait en même Je, temps? je, je C'était pense qu'il, volontairement pour te alors, je pense déstabiliser? ouais, je pense que volontairement, il voulait voir si mentalement ça suivait ou pas. Et je pense qu'il savait que j'y arriverais pas, mais qu'il me laisserait une autre chance derrière. Donc du coup, Il il me dit, avait écoute, déjà c'est pas son pour plan. cette fois-là. Ouais, je pense. Et j'en ai discuté un peu avec lui, et c'est vrai qu'il avait cette vision un peu de mettre des difficultés pour voir si j'y arrive, parce que effectivement, lui, il était déjà sportif de haut niveau. Il a été en équipe de France. C'est un des plus grands palmarès français chez les légers. Et du coup, ce qu'il me disait, c'est qu'il a vu passer énormément de monde qui disait vouloir être en équipe de France, vouloir combattre. Et pour lui, c'est vrai qu'il a une vision très particulière du haut niveau. C'est que pour lui déjà, le haut niveau, c'est pas juste rentrer en équipe de France. C'est à partir du moment où tu fais des médailles, tu fais du haut niveau. Mais tout ce qui est avant, c'est juste de l'entraînement, on va dire de haut niveau, mais c'est pas t'es pas en, T'es t'es pas un pas athlète de haut niveau. ouais, t'es pas un athlète de haut niveau. Tant que t'es pas dans les qualifications de l'équipe de France, etc., tu ne fais pas partie des athlètes de haut niveau pour lui. Donc vraiment, il a ce côté élitiste qui m'a poussé moi en tout cas, parce que pour lui, c'est ce que disait son père d'ailleurs, c'est qu'il y a que l'or qui compte. Et donc du coup, ça m'a mis ça en tête un petit peu cette mentalité. Et, euh, et donc du coup, on a continué comme ça. Je suis revenu quelques temps après en disant c'est bon, je les connais. Et je m'étais entraîné avec des amis qui me parlaient. Je leur disais mais posez-moi toutes les questions pendant que je le fais, c'est pas grave. Et effectivement, donc j'y arrive. Et il me dit bah ok, bienvenue dans l'équipe combattant. Et c'était au bout de, je sais pas, ça devait faire 6 7 mois, quelque chose comme ça. Et donc j'intègre l'équipe combattant. Et là, je tombe sur des personnes exceptionnelles, enfin j'ai des potes hein, maintenant qui sont des très bons amis à moi. C'est mon cercle d'amis très proche. Et effectivement, on fait toute la France pour chercher des compétitions, pour combattre, etc. Et je commence à me faire connaître comme ça un petit peu. Les gens me connaissaient pas et j'arrive dans une caté qui est plutôt assez dure et je commence à gagner des compètes alors que personne ne me connaît. Donc du coup, c'était assez agréable et ça a commencé comme ça. Voilà, ça a commencé comme ça jusqu'au jour où je fais une compète en Alsace qui était plutôt difficile. Je gagne cette compète et l'équipe de France me dit, écoute, on aimerait bien que tu viennes à l'Open d'Autriche. C'est là où ils envoyaient tous les juniors en fin d'année. Donc tu avais 14 heures de bus. Enfin, c'était une galère, une vraie galère. Ah ouais, Mais pour moi, on c'était va une en première. Autriche en bus. Ah ouais, en bus. Non, mais pour moi, pour À moi, la guerre comme à la c'était une guerre. aventure. Pour moi, c'était une aventure. C'est-à-dire que je ne sortais jamais de ma ville. J'avais très rarement pris le train. Enfin, tu vois,
J'avais une vie plutôt banale. Et à ce moment-là, je découvrais un peu comme quelqu'un qui va faire des études à l'étranger. Tu vois, enfin pour moi, c'était vraiment une expérience. Je pars en Autriche et donc je fais cette compète en Autriche où je finis deuxième Open international. Mais ce que je savais pas en fait quand j'y étais, c'est que en finale, je tombe contre le champion du monde de Makaté actuel. Ok. Et c'est très serré. Et donc les gens se disent, mais attends, le mec il a 3 ans de taekwondo, voire 2, il fait match très serré contre le champion du monde de sa caté, il y a quelque chose quand même. Donc du coup, on me dit, Steve, écoute, on va t'amener à Toulouse, c'est pas t'es âgé, t'as 24 ans, on sait pas ce que tu vas donner, on n'a pas envie non plus d'investir, je sais pas combien sur toi et t'envoyer à l'INSEP. On va d'abord t'envoyer à Toulouse, qui était le pôle garçon à l'époque, Aix-en-Provence le pôle filles. Et l'INSEP, c'était vraiment les titulaires et les potentiellement Élite. olympiques. Ouais. Et voilà, l'élite dans Mais quand l'élite. on t'annonce comme ça, écoute, t'as 24 ans, on voit que il y a quelque chose, mais on n'a pas trop envie de tout mettre sur toi et on t'envoie à Toulouse. Tu le vis comment? Tu te dis, vous allez voir ce que vous allez voir ou Bah ouais, en fait, moi, je comment suis tu le vachement prends? je suis vachement dans le défi. Tu Un vois, défi, j'aime hein? beaucoup, ouais, j'aime beaucoup. En fait, tu vois, on a tous des types de personnalités différentes. Et quand tu fais pas mal de développement personnel, t'apprends à te connaître un petit peu, etc. Et c'est vrai que moi, je sais que ma motivation première, c'est le défi. Je sais que quand tu amènes du défi dans quelque chose et du jeu, tu vas me trouver. Je sais que même si c'est pas mon domaine, je vais tout faire pour être le meilleur, je vais tout faire et pour vraiment me surpasser. Et quand ils me disent ça, moi je me dis mais je crois qu'ils savent pas ce qui les attend. Et je crois Vous qu'ils n'avez vont pas compris, les regretter en gars. fait Vous de n'avez pas pas m'avoir compris que mis je vais finir là-bas. à l'INSEP coûte que coûte, quoi. Ben oui, non, mais pour moi, c'est une évidence, en fait. Pour moi, et c'est ce que je dis. Les gens me disent, ah, t'es prétentieux, etc. Je dis non. Pour moi, en fait, même avant de faire du taekwondo, j'ai toujours su et j'ai toujours pensé que je ferais quelque chose dans le sport. Mais pour moi, c'était une évidence. C'est Et vraiment, c'est fou parce que là, c'est, avant le taekwondo, ça veut dire que tu as déjà 20 ans. Normalement, toutes les carrières, elles sont déjà quasi scellées, quoi. Et toi, à 20 ouais, ans, mais tu te dis, bon, mais le mec, je sais pour qu'il moi, va je me réussir. dis, exactement. Mais pour moi, je me dis, il y a, tiens, on va dire à cœur vaillant, rien d'impossible. C'est un peu ça, vraiment. C'est que il y a pas de limite. Les seules limites que tu te mets, c'est toi qui te les mets. Et je me dis, bon, il y a qu'à apprendre à combattre. Voilà, si ça se passe bien, c'est que potentiellement j'ai les capacités. Il y a juste à tenir bon quelques années et puis ça va le faire. Et du coup, effectivement, je pars vivre à Toulouse, donc je lâche l'appartement que j'avais ici. J'avais une copine, ça se termine. En Bisous, fait, je bye. lâche tout. Ouais, voilà, je lâche tout et je pars vivre à Toulouse. Et vraiment, personne n'y croyait. Enfin, mis à part moi, que ça soit mes parents, que ça soit mes amis, que ça soit les mecs de mon quartier. Quand Mais ils me tes voyaient, ils me parents, ils te prenaient pour un disent fou. quoi, justement, à ce moment-là? Tu dis, bon, je quitte tout, j'abandonne tout, je vais à Toulouse. T'es fou. Qu'est-ce qu'ils te disent, tes parents? Alors, non, parce que tu vois, je suis né dans une famille qui est assez bon, une famille modeste, mais on n'a jamais eu le goût enfin, en tout cas l'ambition de devenir des personnes. Ça fait pas partie de la culture familiale en tout cas ça. Et pour eux c'était nouveau. Donc je pense qu'ils ont été, ils étaient entre eux. Est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, bah profite. Un petit peu le délire. Et donc du coup ils étaient un peu en attente des nouvelles. Ils ont jamais été très impliqués dans le sport que j'ai fait. Mais ils Ils t'ont pas suivaient dit de non. loin, Ils t'ont pas freiné mais ils non m'ont pas plus. dit non. Au moment où tu Après, décides d'aller à Toulouse, ils t'ont pas ouais, dit, non. écoute, tu fais une connerie, reste, garde ton boulot, garde ton appart. Ça, c'est le côté très positif, c'est que mes parents, sur ça, autant ils ont pas forcément poussé à beaucoup de choses, mais ils m'ont pas retenu non plus dans beaucoup de choses. Donc, du coup, ça m'a permis d'avoir mes expériences et de tester quand même pas mal de choses. Donc, du coup, ça, c'est plutôt très bien. Et une fois que j'y étais, ils étaient très contents pour moi et ils m'encourageaient même, justement, à continuer et à aller, à donner des nouvelles, à raconter un petit peu comment ça se passe, etc. Donc, c'était super agréable. Donc ta carrière se termine, il me semble, en 2016. Dis-moi si je me trompe. 2017. Enfin, ouais, 2017. 2017. 2017 pour être précis. Et quand on fait le point,
Il y a pas de JO, sauf erreur, qui apparaît dans ta liste. On est un peu là. Est-ce que tu le vis comme moi? Moi, c'est la plus grande frustration de ma vie, voire la plus grande douleur. Comment tu le vis, toi? Alors, je- pour être honnête, je peux pas dire que ce soit la plus grande frustration parce que ça a jamais été la médaille que je voulais. Je sais pas pourquoi. C'est quelque chose d'énorme et de très beau pour moi. Mais la médaille que je souhaitais faire, ça a toujours été champion du monde. Pour moi, c'était vraiment, euh, enfin, c'était mon objectif premier. Les Jeux ça n'a jamais été mon objectif principal, même si c'était sur le parcours. C'est particulier parce que les gens me disent mais tu peux pas dire ça, c'est quand même le niveau le plus haut, etc. Ouais, mais c'est l'événement moi qui m'a toujours maintenu et attiré, ça a été les championnats du monde. Et peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que j'y ai été un peu moins loin, peut-être, je sais pas. Euh, mais ce qui a fait que j'ai arrêté principalement et que j'ai pas eu justement cette médaille olympique parce que je pense que j'aurais pu m'en sortir avec une médaille olympique en étant très honnête. Je pense qu'il y a eu Tu as fait les Jeux? cette grosse blessure. Hein. Tu as fait les Jeux? Alors non, non, je n'ai pas fait les Jeux. J'ai été en tant que Ah ouais, c'est ce qui remplaçant me semblait bien que avec en tu es pas 58 allé du tout. justement. Non, 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 j'y suis pas allé. 6 mois avant les Jeux, je me fais poser une prothèse de hanche. Donc compliqué en fait, C'est lourd, hein. compliqué C'est lourd comme parce que c'est une lourde intervention. opération avant Londres. Je pense que j'étais pas assez mature parce que je venais d'arriver dans le taekwondo. Je pense pas que la Fedor ait pris le risque de m'envoyer, même si j'avais le niveau, clairement, puisque j'étais à cette période, je faisais partie du top 5 mondial. Donc voilà, je pense que j'avais mes chances. 2016, j'étais beaucoup plus mûr. J'avais les capacités de le faire. Mais en 2012, je me suis plaint d'une douleur à la hanche qui a été suivie de manière très laxiste, je trouve. Euh, Avec le recul, en tout cas, je me dis que c'est laxiste parce que j'ai jamais été quelqu'un de douillet. Je suis plutôt au contraire du Romal. Et quand j'en ai parlé à mes entraîneurs, alors ils ont pas été inquiets plus que ça. Mais pourtant on a fait des examens et les examens ont jamais rien révélé jusqu'en 2014 où on me révèle une malformation osseuse au niveau de la hanche et un Ah, quand conflit de hanche. Alors que ça durait déjà depuis un moment. Et même Et, quand je fais et cette au découverte, taekwondo, on utilise la hanche, hein. Oh là là, ça envoie de la énormément, jambe, hein. énormément. Et c'est ma jambe principale. Et du coup, quand on fait cette découverte-là, même quand on l'a fait, à 1 mois d'intervalle, le médecin me dit, non, mais ta hanche, ça va, elle est juste un peu abîmée, il n'y a pas de souci. Je reviens 1 mois après la voir et me dit, mais non, mais ta hanche, c'est pas possible, faut opérer. La même personne. Et je me Ok. dis, c'est lunaire quand même, parce qu'on est censé nous envoyer voir les meilleurs médecins qui existent en France. En tout cas, on est dans le haut niveau, donc on est censé voir les meilleurs. Et ils sont capables de se tromper ou en tout cas d'avoir une erreur de jugement sur un truc aussi important, tu vois. Alors du coup, ça m'a fait perdre énormément de temps, énormément d'énergie. Tu passes de quatrième mondial à 39e, tu reviens à la 9e place, tu remontes, et en fait tu fais yo-yo parce que un coup ça va, un coup ça va pas, et c'est là que les ennuis commencent à arriver. Et, euh, et du coup, bah, quand t'as pas été habitué à ça, que t'es un peu plus vieux que la moyenne, tu le gères différemment. Alors par contre, sur ça, j'ai toujours été très bien accompagné par ma fédé dès que j'ai été blessé. Ça, j'ai pas de sujet avec ça. Peu importe les DTN que j'ai eu, ils m'ont bien accompagné sur le pendant, sur le avant un peu moins parce que du coup, je trouve que la détection s'est faite tardivement. On aurait pu faire d'autres choses peut-être. Mais sur le pendant, j'ai rien à leur reprocher parce ils ont été là, et ils ont pris les nouvelles. Ça a été plutôt correct, on va dire. Et donc du coup, 2016 arrivant, une première tentative d'arthroscopie est faite pour pouvoir poncer l'os pour qu'il retrouve sa forme normale et pouvoir combattre à nouveau. Et là, on était 1 an avant les Jeux. Et du coup, ça devient de plus en plus dur. La douleur, elle est encore plus intense et très compliquée. Le médecin me dit, écoute, enfin, avant cette opération, il m'avait dit, soit on essaye de faire ça, soit les Jeux, de toute façon, t'oublies.
qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis, bah, tout simplement, je me suis battu pendant 4 ans. Ça fait presque 10 ans que je fais du haut niveau. Je suis là pour ça. Donc, à un moment donné, il faut y aller. Il n'y a pas besoin de discuter. Si tu me dis que ça peut me permettre d'aller au jeu, on y va. Il me fait cette opération. Et effectivement, c'est la catastrophe. J'arrive plus à Ah ouais, courir. c'est pire après. Ouais, non, c'était pire. J'avais mon fils et je venais d'avoir mon enfant et j'arrive même pas à lui courir après. Enfin, c'est super compliqué, quoi. Je me dis, comment les jeux, ça va se passer? Est-ce qu'on va avoir confiance en moi? Donc, le temps passe, j'arrive à revenir un petit peu. Et effectivement, je refais des compètes, ça remonte un petit peu. Mais toujours cette douleur qui est toujours là et qui, parfois, m'handicape. Jusqu'au moment où vraiment, je peux plus lever la jambe et c'est très compliqué. On est à 6 mois des Jeux. Et il me manque 20 points pour faire partie de la qualif olympique et de même pas avoir à me qualifier pour les Jeux, ce qui est rien du tout. Alors ça, c'était la première difficulté. La deuxième, c'est que euh, je sais pas si j'ai pas envie d'être négatif sur les personnes qui m'ont entouré, mais c'est important d'en parler en fait. C'est que à un moment donné, moi, mon entraîneur, il m'a toujours accompagné parce que il a toujours été là. Ça a toujours été ma motivation. Il m'a amené que des bonnes choses positives. Il m'a facilité la vie. Il a pris des risques pour moi. Il m'a fait intervenir dans des compètes où j'aurais pas dû aller. Et j'ai fait des médailles. Donc du coup, ça a confirmé le fait que j'avais un bon niveau et que lui avait Mhm, fait le bon choix. Mais s'il s'était mhm, trompé, il aurait pu prendre des risques. Pareil pour l'INSEP, etc. Et mais à un moment donné, il s'entendait plus avec certains cadres de la Fédé. Donc du coup, il a décidé de faire autre chose. Et enfin, s'il s'entendait plus ou en tout cas il y trouvait plus sa place, peu importe. Et du coup, on a changé d'entraîneur et on est passé avec l'entraîneur des filles, qui est selon moi le meilleur entraîneur du monde en termes de stratégie, tactique, technique, etc. C'est incomparable avec ce qu'on peut trouver dans le monde. Par contre, mhm. humainement, c'était très 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 compliqué parce que c'était Gladys qui était La mon Sepang, repère, en tout cas Gladys Epang, qui est médaillée de bronze au notre jeu, star nationale, double championne du monde, le 4 fois championne du championne monde. Ouais. d'Europe, 13 ou 14 fois championne de France. Enfin vraiment, c'était une motivation de m'entraîner avec elle et c'est un exemple aussi de réussite. On embrasse Avait Gladys. cette même difficulté, bien sûr on l'embrasse et elle avait cette même difficulté de on va dire de sociabilité avec cette personne qui était un peu particulière et qui mettait quand même assez pas mal de bâtons dans les roues, je trouve. Ce qui n'était pas déjà évident de faire du haut niveau. Donc quand il rajoute des difficultés humaines et de logistique, c'était un peu compliqué. Et les choix, il y a certains choix qui ont été discutables, en tout cas, je trouve. Après, il y a des choix qui ont été très bons, d'autres moins bons. Mhm. Et tout ça mis bout à bout, ça a rendu un peu plus dur l'acquisition de cette qualif au jeu. Et derrière, après une prothèse, Donc du coup, en c'est se dire je 2016, vais réattendre 4 donc ans. pour résumer, tu souffres, tu fais pas les jeux parce qu'on a compris que c'était compliqué pour la douleur, pour la qualif, etc. Et c'est après les jeux, tu tentes jusqu'au bout et puis tu te fais opérer après. À quel moment tu te fais opérer de la hanche? En fait, alors, on me dit que je peux pas aller au jeu parce que du coup le DTN, c'est marrant. À ce moment-là, le DTN me reçoit. C'était après les Europes, il me semble. Je suis seul médaille européen, seul médaille mondiale. Le plus performant du moment, en tout cas dans KT. Celui où la KT est le moins risqué parce que tous les prétendants très chauds sont qualifiés. Donc pour moi, la logique, c'est Stevens qui y va. Le DTN fait le choix de pas me choisir et me dit, voilà, ça va pas le faire, machin, etc. Les justifications sont les siennes. On s'est un peu pris la tête après, d'ailleurs, pour ça, ce qui est un peu normal. Mais après, je me dis, bon, je me laisse un peu de temps et je me fais opérer pendant les jeux parce que je me voyais pas regarder les jeux Ok. et Trouver un et moyen avoir cette de douleur, tu t'éloigner de ta vois. télé. Ouais, ouais, je me dis, je me fais opérer. Je suis à Cap-Breton. Je veux pas entendre parler de ça. Et je veux plus que personne me parle de taekwondo, de me parle D'accord. c'est Donc quand tu prends compliqué. la décision de te faire opérer, tu sais que c'est la fin, c'est fini, tu te fais opérer pour le Alors, en reste tout de cas, ta je sais vie. que pendant Tu te fais pas une opérer pour le période, taekwondo.
Alors non, pas forcément. Je sais que pendant cette période-là, du moins, je veux pas entendre parler des jeux, je veux pas entendre parler de ce que j'ai loupé, je veux pas entendre parler de tout ça. Je, je sais que je vais réessayer quelque chose après, voir si ça me plaît toujours, mais je veux plus entendre parler de ça. Donc je me fais opérer et au bout d'un an, 1 an et demi à peu près, je reviens, je fais une ou deux compètes et en fait ça me plaît plus. En fait le nouveau modèle de taekwondo me plaît plus. Le fait d'être là, je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, je me T'es dis passé à autre chose, t'es passé dans un autre ah monde, quoi. ouais, je pense que j'étais passé à autre chose. Et puis je me suis dit, de toute façon, tu vois, la seule médaille qui manque potentiellement, c'est celle des Jeux. Réattendre 4 ans avec une prothèse de hanche, je me disais flemme, flemme. Mais Et justement, du coup, je c'est me dis, possible voilà, ça? J'arrive pas à imaginer, c'est possible de faire du taekwondo avec une prothèse de hanche? bien Parce sûr. que Alors avec les ma mère nouvelles prothèses de maintenant, oui. ah ok, parce que ma mère a des prothèses de hanche. Bon, évidemment, elle est pas sportive de haut niveau, donc très certainement, on n'a peut-être pas posé le même type de prothèse de hanche pour elle. Mais il y a plein de trucs qu'elle peut Mhm. pas faire. Elle peut pas se mettre accroupie. Un grand écart, c'est inimaginable pour elle. Ah, moi, je fais Donc, tout avec vraiment. Je fais même encore du d'accord. combat aujourd'hui Ah, parce que tu je fais un as peu une des amplitude, MMA en loisir. Bien sûr, ah non, j'ai la même amplitude, je donne toujours des coups de pied à fond, je fais du crossfit, je fais de la muscu, enfin je fais pas mal de choses. J'ai Ok. aucune problématique avec ma prothèse, vraiment. Alors les Donc débuts ont aujourd'hui, été aucune très très douleur. durs, aucune douleur aujourd'hui, zéro douleur et Oh, c'est génial. zéro frein mobilité. Parce que j'ai travaillé énormément la mobilité et que j'ai musclé ma hanche. À partir du moment où ma hanche perd en muscle, là les douleurs peuvent réapparaître, mais pas tant qu'elle est musclée. Donc du coup je Donc, muscle tout le temps. en quelque part, tu es condamné à rester beau gosse, Un bon fit, sportif. toute la... Je sais pas, mais ouais, en tout cas, je suis condamné à la muscler et à garder une forme, on va dire, moyenne. Ouais, Tu ouais, ouais, disais que tout à carrément. l'heure, ton Graal à toi, c'était pas les Jeux, c'était pas la médaille olympique, c'était la médaille mondiale. Tu es monté sur le podium des mondes, mais en troisième position. Comment tu le vis aujourd'hui? Comment tu l'as vécu à ce moment-là, du fait de pas avoir l'or? Finalement, tu as dû Ouais, raccrocher la ceinture, tu as dû raccrocher on dit un kimono en taekwondo ou pas? à Dobok, on appelle ça. Ah, ah oui, Dobok. c'est vrai. Dobok, c'est Dobok. vrai, j'ai tout oublié. On avait déjà fait une émission ensemble sur François à l'époque, mais tu m'avais appris tous les termes et j'ai tout oublié. Mais bon, c'était il y a un certain Exactement. nombre d'années, hein, parce que j'ai quitté François en 2014, donc tu vois, Ouais, on est des vieux. t'étais venu à l'INSEP. On était moins habillés. On est- on était moins habillés. Ça fait un peu Ouais. flipper quand tu dis ça comme ça. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi on était moins habillés, Steven? Je reprécise, non, on était moins habillés parce qu'on était parti visiter la cryothérapie de l'INSEP. Donc du Ça- coup, donc c'était une méthode de soins à froid pour les sportifs de haut niveau, mais c'était dans des cabines entières, ce que beaucoup de gens font dans des tonneaux ou avec de l'eau froide, etc. On le faisait en froid sec dans des cabines à l'INSEP qui nous permettaient justement de récupérer beaucoup plus vite. Et mais- Vanessa était venue découvrir était venue découvrir cette partie-là de l'INSEP. Ouais, j'étais venue découvrir. Donc, du coup, pour faire de la cryo, faut des gants, faut juste pour les filles en brassière et un petit short. Donc, c'est vrai qu'on était on Exactement. était moins habillés, mais on était habillés quand même. C'est précis. Et on est C'est habillé et important. on passe à moins 110 degrés. On passe à moins 110 Ouais, degrés, donc je m'en c'était souviens, j'arrivais pas forcément à apprécier le moment. La première fois que j'ai fait de la cryothérapie, pour la petite histoire, c'était en Pologne et c'était en hiver. Donc j'imagine, moi je pars en stage en Pologne, il faisait déjà, je sais pas combien, il faisait -15, -20 en Pologne cet hiver-là. Et en plus, on t'annonce protocole de cryothérapie sur 3 jours, parce que c'est comme ça. C'était 3 jours, tu restais un certain nombre de temps. D'ailleurs, je crois que je faisais 2 minutes, je sortais, je refaisais 2 minutes. ouais, Et quand tu c'était sortais ça les protocoles, ouais. ouais, c'était ça, tu vois, tu faisais ça, tu sortais, tu refaisais. Et en Pologne, quand tu sortais de ta cryo, la deuxième fois, on te mettait tête en bas. Il y avait une espèce de truc où on t'accrochait Ah, par les jambes et tu restais tête en bas. Bon, pas longtemps, hein, tu restais peut-être 30 secondes, une minute. un Ouais. jambon. Et donc, du coup, c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait ce protocole-là, après la cryothérapie, où il fallait se suspendre par les pieds pendant un certain nombre de temps. Ils avaient une machine qui était spécialisée pour ça, hein.
C'était pas un truc à Ah ouais, l'arrache, hein. d'accord, carrément. Ouais, Ah ouais, ouais, bien ouais, il y sûr. avait un truc, une sangle pour les jambes, il y avait une machine où tu te mettais, et il y avait un mec qui te retournait. Ils avaient tout, ils avaient pensé à Un tout. sablier humain. Ouais, exactement, exactement. Dans le principe, c'était exactement comme un sablier humain, et c'était dans un centre de Chpawa, je crois que ça s'appelait, qui est l'équivalent un peu de l'INSEP, où c'est Ouais, centre énorme. sportif. Ouais. Il fait tellement froid que tout est en souterrain, tout est lié, tu sors jamais, t'as pas Ah besoin ouais, 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 pour aller d'accord, d'un vraiment. lieu à un autre, pour aller de ta chambre à la salle d'entraînement, tu sors pas, hein. Tu sortais dehors que pour vraiment sortir du centre. Sinon, tu passes de Ouais, tout d'un lieu à l'autre. Évidemment, il y avait un bar dans le dans le centre c'est clair, d'entraînement. c'est Et j'ai obligatoire. appris à dire santé, évidemment, en polonais, à zdrowie. C'est le genre de truc qu'il n'oublie pas. Il C'est se des trucs mettait que des mines. t'apprends très vite généralement. Oui, oui, et puis t'oublies pas, parce que j'étais en Pologne, il me semble, en 2000, je sais pas, j'aurais dit en 2013 que j'étais en Pologne. Non, même pas, ben non, j'ai fini ma carrière en 2012. J'arrive en France en 2003, ouais, peut-être de 2005-2006, je suis en Pologne, tu vois, Ouais, et ok. 2006, et je m'en souviens encore, Zazdrowie, mais c'est énorme de te dire qu'ils ont tellement la culture, c'est normal d'avoir un bar déjà dans le centre d'entraînement, et puis ensuite le soir, bah, tout le monde se retrouve en bas dans le bar, et tout le monde a sa Ouais, pinte. carrément. C'est marrant, quoi. Tu vois, nous en France, Ouais, jamais ouais, de ouais. se dire qu'à Lié, la fin de la journée, tu vas boire des bières avec ton coach, quoi. bah, c'est pas dans la culture. Après, il y a des sports où c'est la culture un petit peu, hein, où Oui, tu cette me diras, le culture, elle est un rugby, peu plus c'est autre ancrée. chose. Le rugby, tu vois, la lutte, où tu vois, voilà, aller boire des coups, etc. Et d'avoir Moi, j'ai vu des un coachs, ils étaient esprit mal, très hein. À la familial, fin de la etc. soirée, ils avaient trop bu. Ils étaient mal, et entraînement le lendemain, tu vois, t'es en stage, entraînement le Ah, lendemain. Alors, j'ai ouais, pas vu ça. d'athlètes qui se mettaient mal, évidemment, mais les coachs, quoi, c'est marrant, quoi. Jamais. Alors, c'est vrai que j'ai très peu fréquenté la troisième mi-temps du rugby, donc je l'ai pas vu. Mais en tout cas, dans le monde de l'athlète, Ouais, c'était bah, du assez coup, à particulier. Toulouse, j'ai pu le constater. Effectivement, les rugbyman, alors plus les jeunes que les anciens, mais c'est vrai que ils avaient tendance à se relâcher comme il fallait, plus le week-end. La semaine, c'était assez sérieux, mais le week-end, effectivement, quand ils se lâchaient, c'était vraiment un craquage, craquage. On a dérivé sur l'alcool, sur les dérives du sport, mais on va revenir sur cette médaille d'or mondiale qui finalement t'est passée sous le nez et pas si loin. Ouais, ce que je te disais, c'est qu'en fait, moi, pour moi, ça a été un des meilleurs moments et un des pires pour moi. Le meilleur parce que faut savoir que chez les garçons, depuis 2005, toutes catégories confondues, on n'a pas eu de médaille mondiale. La seule médaille mondiale qui existe jusqu'à aujourd'hui, maintenant encore, c'est moi. Seule médaille Sans mondiale, vouloir. La tu seule parles de médaille ta mondiale catégorie? qu'on a, ah non, de toutes les catégories, chez les hommes, Mamedi, chez les qu'est-ce hommes. qu'il avait fait? Mamedi, il avait fait Oh, quoi comme médaille? ouais, mais il l'a fait en 2001. Depuis 2005, il n'y a plus de médaille mondiale chez les hommes. D'accord, ok. Ok. Moi, j'ai commencé le taekwondo en 2006. Et moi, j'ai toujours été convaincu que c'est moi qui ferais la médaille mondiale et qui ferais champion du monde. Le prochain champion, le champion du monde suivant, j'ai toujours pensé que c'était moi. Bon, bah, apparemment, c'est pas moi. Ça, c'est tu es en train de nous annoncer un Maintenant, j'en comeback. suis sûr. Maintenant, j'en suis sûr. On se méfie À de moins toi, que hein. T'es capable à des moins que je retours de fasse mon dernière minute, Pascal donc. et je fais mon Pascal et je reviens à 40 ans pour faire une médaille mondiale. Ça peut être un challenge, mais pour l'instant, je l'ai pas en tête. Et du coup, j'ai toujours pensé que ce serait moi. Et effectivement, c'est moi qui l'ai fait. Donc, du coup, dans ce contexte-là, je suis content d'avoir débloqué le compteur de médailles. Je pense que ça va pas tarder à arriver avec les jeunes qui arrivent. Ils sont super talentueux. C'est des mecs super bien. C'est super beau à voir. Enfin, ils commencent à me redonner plaisir à regarder du taekwondo. Donc ça fait plaisir vraiment. J'avais perdu ce plaisir depuis des années. Mais par contre, ça a été le pire parce que manque de concentration à un moment et tu vois, c'est là où je te dis que l'entourage il est important. C'est que peut-être tu te déconcentres très vite dans ces moments-là. C'est-à-dire que tu es super fier, tu es super content et t'en oublies parfois l'objectif. Et donc du coup, tu t'es pas focus sur tout. Et je me rappelle d'une compète où du coup je fais cinq combats, ouais 5 combats. Donc mes 4 premiers ou en quart de finale, je prends le deuxième mondial. Je le bats à 3 secondes de la fin. Tu vois, tout est serré. Il m'a toujours battu. Et à 3 secondes de la fin, je le bats avec un coup de pied qu'on a révisé avec mon entraîneur pendant des mois et des mois. Et je suis hyper épuisé et le coup de pied sort tout seul et ça marque.
Et du coup, je passe ce quart de finale, je passe en demi, je tombe contre un mec qui est beaucoup moins fort, mais trop dans l'événement, trop dans la déconcentration, et je me laisse aller par aussi le public qui, pendant le quart de finale, juste après, vient me parler, vient ah super, c'est bravo, machin, etc. Et tu te laisses aller et tu te relâches un peu. Et tu sors du Et, truc. et tu sors du truc. Et voilà. Et si t'as pas des entraîneurs pour te laisser focus dans ce truc-là, Ouais. tu peux vite partir. Et je pense que ce jour-là, je suis parti. Et du coup, alors que je pense très honnêtement que j'aurais pu faire champion du monde à ce moment-là. Comme quoi, ça Mais joue à rien, mais c'est ça le haut ouais, c'est niveau. des détails. C'est des détails. Pour moi, c'est des détails. Et puis la demi-finale se passe plutôt très bien pour moi. Je mène, etc. À un moment donné, il y a un coup qui revient. Il monte à 1 ou 2 points au-dessus de moi. Il reste quelques secondes. Je lui arrache la tête à, je sais pas, à 2 secondes de la fin. Mais à un moment donné, on est au Mexique. Je tombe contre un Mexicain. Ça, c'est trop de risques. Du coup, je le tape au visage, mais la tête est baissée. On voit pas bien si je l'ai touché ou pas, même s'il remet son casque parce qu'il a été touché. Personne a vu plus ou moins, tu vois. Donc, je sais très bien qu'à ce moment-là, ils vont pas me mettre les points parce qu'on est au Mexique, c'est un Mexicain et qu'à un moment donné, Ah, c'est la pire c'est pas la configuration, fête, tu finalement. vois. Mexique face à un Euh, Mexicain en demi, c'est la Mais pire. c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que derrière, lui, il prend un Coréen qui fait pas la même erreur, qui est beaucoup plus pragmatique et qui plombe tout dès le début et qui laisse rien passer, tu vois. Et moi, j'ai pas fait ça. Moi, je voulais du show, moi, je voulais ci, je voulais ça. Et c'est l'expérience. C'est la première fois que je suis sur un podium mondial, c'est la première fois que je passe des quarts de finale. Donc voilà, c'est des choses qui s'apprennent. Et si je peux apprendre quelque chose aux jeunes, en tout cas qui vont avoir cette expérience dans mon sport, c'est vraiment ça. C'est vraiment de rester focus et en tout cas d'avoir cette capacité à se mettre à l'abri, de rester focus et on fêtera Rester le dans sa truc bulle, après quoi. Tu rester vois? concentré. Exactement, exactement. Quelle est ta relation avec le taekwondo aujourd'hui? Aujourd'hui, pour être honnête, j'en ai pas du tout de relation parce qu'en fait, les cadres dirigeants qui sont aujourd'hui en place, euh, c'est pas forcément des amis. Il y en a D'accord. quelques-uns qui sont amis avec moi, Donc, t'as pas voulu que je coacher, connais, t'as pas avec voulu qui. rester, t'as pas voulu Alors, repartir dans le club qui est à 300 mètres de chez toi. Quand tu en regardes des fait, compètes, en quoi. fait, non, je regarde pas les compètes de taekwondo. Je regarde des moments de taekwondo sur des compètes, des highlights, sur des championnats du monde du moment, ou alors je vais regarder si je vais regarder quelques combats des jeunes que j'aime bien aujourd'hui, par exemple. Tu vois, quand Hmm. je sais qu'il y a des Français aujourd'hui qui font partie des jeunes que j'aime bien et qu'il y a la compète, je vais la regarder. Mais Donc, tu suis je vais quand pas même regarder comme qui est en avant, place en tu ce sais, des moment. vidéos. Exactement, exactement. Je suis les vidéos du moment, des petits jeunes du moment, mais sur Facebook, sur Insta, sur des trucs comme ça. Je vais pas les regarder en direct comme avant. Mais c'est vrai que quand je suis parti de la Fédé, alors je trouve que l'accompagnement a été très mauvais, très très mauvais. Et c'est pour ça que j'aimais bien le discours que vous aviez eu dans le podcast. C'est parce que on sous-estime un petit peu l'impact que peut avoir cet arrêt de carrière pour un sportif. Hmm. Parce que, moi, pour ma part, en tout cas, je veux pas être négatif, je veux pas dire la Fédé, elle a fait ci parce qu'elle a fait plein de bonnes choses. Donc, je veux pas négliger le travail qu'elle a fait. Néanmoins, moi, je trouve qu'aujourd'hui, à partir du moment où elle m'a donné un contrat d'insertion professionnelle, donc un CIP, un contrat avec une société française qui me Mhm. permettait de m'entraîner et potentiellement d'avoir une carrière professionnelle derrière, On j'ai parle de la l'impression. SNCF, hein. Tu étais athlète Exactement. SNCF. SNCF, Hmm. j'étais athlète SNCF. SNCF, j'y travaille toujours en tant que manager sur le TGV de la ligne Paris-Sud-Est. Donc, vous pouvez me croiser à Gare de Lyon quand vous venez. D'accord. Mais Tu es resté finalement à la SNCF. exactement, je suis resté. J'ai fait le choix de rester parce que c'était super intéressant. Mais ça a été aussi difficile de ce côté-là parce que lier les deux, c'était compliqué. Et c'est surtout que ce que je te disais, c'est que à partir du moment où on te donne ce contrat, j'ai eu l'impression que la Fédé s'est dit, de toute façon, on a fait le taf, on lui doit plus rien. Sauf que, en fait, ça s'arrête pas là. Tu vois, enfin, moi, je travaillais avant de venir à la Fédé. Avant d'être sportif de haut niveau, je travaillais déjà, j'avais déjà une vie. Donc, ils m'ont pas apporté plus que ça sur ce Mhm. niveau-là. Ils m'ont apporté, oui, un autre taf, effectivement, Ils t'ont apporté plus la capacité agréable. à pouvoir Voilà.
joindre les deux. Parce que si tu étais resté chez Renault, peut-être que ça aurait été plus compliqué de pouvoir t'entraîner, de faire du haut niveau, de t'absenter. Parce qu'un CIP Exactement. Donc aussi, c'est ils ça. m'ont offert Un cette CIP, il me opportunité-là semble que c'est des horaires annualisés, que donc et c'est un certain nombre que aménagé. tu dois donner à l'année, et que tu Exactement, aménages exactement, tout au long de. Ben moi, j'ai pas eu de CIP, mais il me semble exactement. que c'est bien ça. Donc c'est C'est vrai que ça. exactement ça, c'est exactement ça. Et on a la chance avec SNCF d'avoir des prototypes en tout cas de CIP les plus aboutis pour moi maintenant aujourd'hui. Alors ça évolue toujours, mais pour moi c'est un des plus aboutis. On a la Fédé qui s'implique quand même vraiment avec ces CIP maintenant et qui permet aux sportifs de vraiment s'intégrer dans l'entreprise. Ce qui était un peu moins le cas quand j'y étais, même si ça se faisait déjà. Mais c'est surtout l'après. Une fois que ça s'arrête, tu vois par exemple, enfin j'ai pas le souvenir de discussion d'arrêt de carrière avec ma fédé, de savoir comment ça va Stevens, les opérations, personne m'a Mais appelé, souvent, enfin tu vois tout souvent ça. on me dit ça, mais alors c'est vrai qu'une fédé, c'est quand même, ils gèrent de l'humain, mais une fédé, quand elle rend des comptes, et là je vais me faire vraiment l'avocat du diable, une fédé, elle doit rendre des comptes au ministère des Sports en termes de résultats sportifs, tu vois. Donc c'est vrai Bien qu'aujourd'hui, sûr, on leur a pas dit clairement, si aujourd'hui le mais ministère je leur suis dit clairement clairement d'accord avec toi. que vous avez des humains dans les mains et que après une médaille, eh bien, il y a une suite de vie et que ça fait partie de vos missions, peut-être qu'ils vont l'envisager différemment. Aujourd'hui, à ma connaissance, les fédés n'ont pas pour mission non plus de. Alors, ça veut pas dire qu'elles doivent pas le faire. Hein. Je suis pas en train de dire qu'elles-mêmes, Non elles mais doivent pas se dire t'as des complètement choses. raison Mais sur aujourd'hui, ça. Hein. leur devoir, c'est d'être pourvoyeur de médailles et pas la suite. Oui, mais L'humain, alors c'est presque moi secondaire. sur ça je suis complètement ok et j'ai pas de souci avec ça. En fait, et je suis complètement même d'accord avec toi parce que les fédés n'ont aucun engagement là-dessus et ils n'ont pas forcément besoin d'en avoir. Maintenant, c'est vrai qu'humainement, quand Hum, tu as vécu des choses, tu te dis, soit on te dit bon écoute, ça va se passer comme ça. Et une fois que c'est fini, de toute façon ça sera fini, on ne veut plus entendre parler de toi et j'ai aucun problème avec ça. Euh, tu vois, soit il y a quand même, tu vois, des gens qui sont là pour toi quand tu fais des médailles. Tu sais, il y a toujours des personnes pour briller avec toi. Mais pour être dans l'ombre avec toi, il n'y a pas grand monde. ah bah, Et c'est ça qui est un peu et à qui blessant, le tu vois. dis-tu? Parce que étonnamment, il y a beaucoup de préparateurs mentaux en carrière. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à savoir comment psychologiquement tu vis ta vie, tu vas pendant ta carrière. Par contre, comment tu vas après ta carrière, il y a aussi très peu de gens qui s'en inquiètent. D'ailleurs, à ma connaissance, je suis Mais la seule à être spécialisée sur l'après-carrière, sur le fait justement de t'amener à retrouver une vie épanouie. Parce que là aussi, bien on va sûr, pas se mentir, mais l'humain est comme ça. Hein. On cherche aussi ce qui nous apporte, ce qui nous fait briller et ce qui nous valorise au niveau de l'ego. c'est Donc normal, je bien veux sûr, pas c'est leur clair. jeter la pierre non plus. Non, oui, mais c'est clair, c'est clair. Mais c'est là où je te dis, moi, ce qui m'a perturbé, c'est que t'as des discours qui sont faits en face de toi de temps en temps, on te laissera pas tomber, si, machin, etc., par des gens qui, eux, ont vécu ça. Donc, moi, j'arrive pas à comprendre, en fait, c'est ça qui me fait un peu grogner, tu vois, c'est de me dire, c'est des mecs qui ont vécu ce que j'ai vécu, ou ce que je vis en Hum. ce moment. Comment, humainement, ils peuvent se dire, c'est bon, ça nous va, ça. Enfin, pour moi, c'est pas acceptable, même si je le conçois. C'est pas acceptable. Je suis forcé de l'accepter, mais je suis pas d'accord avec. Maintenant, ils gèrent très bien, et c'est pas leur rôle de le faire l'après. Ils font le pendant, mais pour moi, c'était pas assez clair en fait. Tu vois, le contrat, il est pas assez clair sur la totalité du comment ça va se passer. Et du coup, on te prépare pas assez. Alors maintenant, on te prépare beaucoup plus, et tant mieux. Il me semble même que la Fédé Alors justement pour le prépare coup, beaucoup on se plus sur prépare ça. professionnellement parlant. Le discours, Exactement. Oui, non, mais bien sûr. il est de plus en plus vulgarisé, évolué. Il est encore de plus en plus public, surtout quand on fait un sport comme le taekwondo, comme l'athlétisme. On sait Mhm. très bien qu'on ne génère pas assez de finances pour pouvoir assurer une Exactement. fin de carrière. Donc il est évident qu'il va falloir travailler à un moment donné et qu'il faut le préparer durant la carrière. En revanche, là où je trouve que le discours est pas assez mené, assez clair, là où je ne savais pas du tout, c'est que la carrière professionnelle suite à l'arrêt était suffisante. Pour moi, j'ai tout préparé, j'ai tout bien fait. D'ailleurs, ça s'est très bien transitionné pour moi. Une semaine, j'ai quitté le sport. La semaine suivante, j'avais un contrat chez France Télévisions. On peut pas dire, c'était une suite Ouais, idéale bien pour sûr. moi.
Et pourtant, là où je savais pas, c'est que c'était pas suffisant. Tu vois. Donc je sais pas Ben comment non, oui, toi tu mais l'as bien vécu sûr. parce que tu étais à la SNCF, C'est tu es resté à exactement la la même, SNCF. c'est pareil. En fait, c'est la même chose parce que c'est pas parce que c'est pas parce que financièrement tu vas avoir les mêmes choses que que t'as tout, ça y est. Et encore encore faut-il avoir les mêmes sources financières que quand tu étais sportif. Moi, par Ça, c'est exemple, un j'ai autre sujet. perdu, c'est un autre sujet, mais tu vois, t'as déjà cette partie financière. Est-ce que tu gagnes la même chose? Après, est-ce Ouais. que psychologiquement, tes atteintes d'objectifs, tu arrives à retrouver des choses moteurs dans ta vie qui te permettent de revivre ou en tout cas d'essayer de te motiver de la même manière que tu t'es motivé dans ta carrière? Parce que faut se dire une chose, c'est que quand tu es sportif de haut niveau, on t'éduque à quelque chose. Quand on te retire cette chose d'un coup, mais en fait, tu perds toute notion de sens dans la vie. Et c'est pour ça qu'on dit une petite mort, pour moi, à mon sens en tout cas, parce que tu limite, t'as l'impression de plus servir à rien du tout. Et Tu c'est passes marrant que de, tu dises ça parce que généralement un sportif de haut niveau c'est construit très tôt. Une gym, un footeux, une athlète. Même moi, j'ai commencé très tôt au collège à l'âge de 12 ans. Tu vois, j'ai construit très vite mon projet de sportive. J'ai eu très vite l'identité, l'étiquette de sportive. Puis j'ai grandi dans ma carrière de sportive. Alors que toi, cette identité de sportif est arrivée beaucoup plus tard. Et pourtant, tu me dis, je me suis construit avec cette identité. C'est marrant. bah parce que pour moi, j'ai toujours été, et je te le redis, pour moi, j'ai toujours été convaincu et j'ai toujours eu cette mentalité. Parce que, en fait, tu pouvais me dire ce que tu voulais, mais pour moi, j'allais être sportif de haut niveau. Donc Fallait juste que tu même trouves si j'étais comment. voilà, même si j'étais mécanicien, je savais que j'allais être sportif de haut niveau, tu vois. Dans quoi? Je savais pas. C'est ça qui est marrant. Mais je savais que j'allais être sportif de haut niveau. Donc ça a été en taekwondo. Tant mieux. Mais effectivement, alors après, peut-être que, et je blâme pas la Fédé sur ça, Non, parce que mais c'est pas en évident fait, non plus, tu j'ai pris vois. volontairement le parti pris de les défendre. Mais c'est vrai que si je porte cette parole-là, si j'ai un podcast aussi, c'est justement pour débloquer, pour montrer l'intérêt de le faire, Bien pour sûr, bien montrer, sûr. aller plus haut encore, dire au ministère, voilà, on existe aussi, on n'est pas mort après que notre carrière soit terminée, et pensez à nous, pensez à développer des choses. Après, il existe de plus en plus d'associations qui pensent toujours à la reconversion Exactement. professionnelle, mais c'est vrai que ce serait bien, et j'en profite, s'il vous plaît, tous messieurs, mesdames de la Fédé, si vous écoutez ce podcast, de réfléchir à une transition, réfléchir à libérer la parole et réfléchir aussi à une sensibilisation. Parce qu'il y a des choses qu'on aurait pu me dire simplement, peut-être pas m'accompagner, mais C'est il y a des ça, choses mais que c'est ce j'aurais que je te disais peut-être tout pas à aimé l'heure. découvrir après, tu vois. Mais c'est exactement ça. En fait, c'est-à-dire que il peut se passer tout ce qui se passe ou tout ce qui s'est passé. Moi, je te parle d'une situation que j'ai vécue. Il y a un moment, la chance qu'on a, c'est que la Fédé, nous, en tout cas chez nous, évolue très vite. Et du coup, il y a beaucoup de changements qui sont faits. Et aujourd'hui, je te parle de quelque chose qui est peut-être obsolète et qui est pas du tout la même situation que moi j'ai vécu. Donc, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que, et comme tu le dis, en fait, parfois, juste de communiquer ça suffit. Moi, j'avais pas besoin d'argent pour m'accompagner. J'avais pas besoin de juste d'avoir quelqu'un peut-être avec qui discuter, me dire Steve, ça va se passer comme ça va se passer comme ça, ou je sais pas, de me dire voilà, tu vas pas au jeu, mais il va se passer ça. On peut mettre des choses en place pour que on continue à travailler ensemble. Tu vois, des petites choses simples qui coûtent rien ça peut Mais aider dont tu as eu en besoin. tout cas à petit à petit. Après, on va pas se mentir, j'avais pas une personnalité facile non plus. Tu vois, pour être sportif de haut niveau, il faut quand même une personnalité. Après, il y en a qui plaisent, il y en a qui plaisent pas. J'avais une grande gueule, c'est vrai, je vais pas mentir. Donc, je peux comprendre aussi que ça soit peut-être moins agréable de travailler avec moi qu'avec d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que je ne leur en veux pas totalement sur l'entièreté. Mais je me dis que ça aurait pu être mieux fait quand même. Il y a des choses qui ont été faites à la dernière minute qui auraient pu être faites différemment. Un accompagnement qui aurait pu être fait différemment en tout cas. Concrètement, justement, de quoi tu aurais eu besoin? Concrètement, tu aurais eu Bah, besoin de... par exemple, Ouais. déjà si on veut parler concrètement, moi j'ai appris, je sais pas, une semaine avant que j'étais plus pensionnaire de l'UNICEF. Enfin, tu vois, préviens-moi avant. Manque On de en discute, considération. il y a un truc ça. Même si c'est vrai que mes objectifs et en tout cas mes résultats étaient en déclin parce que je venais de sortir de ma prothèse de hanche, mais parle-en avec moi, tu vois, je sais pas, on prend moi en entretien, on en discute. Même si moi je fais pas l'effort d'en parler avec toi, c'est toi le DTN.
appelle-moi, prends rendez-vous avec moi, on en parle. Hmm. Euh, C'est mais vrai c'est pas qu'une que de sa semaine pour faute. trouver un Tu appart vois à ce que je veux dire? Paris, c'est un peu juste. Non, pour ça, ils savaient que j'avais ce qu'il fallait, donc c'est peut-être pour ça aussi ils s'y sont pris très tardivement. Franchement, je Mais connais pas c'est la pareil fédé de pour. taekwondo, mais j'ai entendu beaucoup de cas où c'est arrivé une semaine avant et ils connaissaient pas forcément la Ouais, mais tu situation. vois, c'est pour ça que je veux pas généraliser. Je parle que de mon cas. Je veux pas leur tirer dessus. Il y a eu des bonnes choses aussi, tu vois. Il y a eu plein de bonnes choses. Après, c'est des cas bien particuliers. Mais tu vois, les accompagnements opératoires, je trouve que c'était pourri. Tu vois, il y a personne qui était là. Enfin, moi, franchement, j'étais tout seul. Hein. J'étais tout seul. Et quand tu fais ta médaille, quand tu reviens, là, les gens ils viennent, ah super Steve, bravo. Mais ouais, mais t'étais où, mec? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et limite, on te met des bâtons dans les roues, où on sent que on croit plus trop en toi, tu vois. Alors après, ça c'est le jeu du haut niveau, on va pas se plaindre, on est là pour ça. De toute façon, on est des guerriers, on va pas, même si tu crois pas en moi, moi je crois en moi. Donc je vais faire ce qu'il faut. Et je te demande pas de croire en moi. Mais c'est vrai que ça mange pas de pain et ça fait plaisir quand même, tu vois, de sentir que on va tous dans le même sens. Le problème que j'ai retrouvé à un moment donné, c'est que moi j'avais l'impression que j'allais dans un sens et que mes entraîneurs ils allaient dans l'autre et qu'on n'avait pas cette vision. Alors que je suis sûr et certain que si on avait eu cette bonne vision d'ensemble et que une relation saine, je pense qu'on aurait eu cette médaille olympique. J'en suis convaincu. C'est marrant parce que tu as répété un certain nombre de fois, moi je crois en moi. Si tu crois pas en moi, moi je crois en moi. Et pourtant, malgré ça, les histoires sont similaires. Moi, j'ai très souvent le syndrome de l'imposteur. Je manque très souvent de confiance en moi. D'ailleurs, ma meilleure amie, il y a quelques années, on lui avait fait un questionnaire sur moi. D'ailleurs, je sais plus pourquoi. Elle avait dit son plus grand défaut, c'est son manque de confiance en elle. Donc, j'avais attribué le fait que je vivais mal mon après-carrière par le fait de manquer de confiance en moi, etc. Et là, tu me dis, alors qu'on sent que tu as une grosse confiance en toi quand même. Hein. Là, moi, je pense que je vais prendre des cours à la Stevens Barclay Academy parce que parce qu'il y a un capital confiance qui est quand même énorme et pourtant, tu me dis que ton après-carrière a été compliqué. Qu'est-ce qui a été compliqué Bah, dans cette alors, après-carrière? justement, c'est marrant ce que tu dis, mais en fait, la confiance en soi, elle est dans le domaine où je suis. Et tu vois, le domaine professionnel, enfin, pour moi, c'est deux choses différentes. Effectivement, il y a des choses que je vais retrouver dans le domaine professionnel où je vais avoir cette même confiance. Par exemple, moi, je suis énormément dans le management parce que vraiment, je gère une équipe de contrôleurs TGV. Donc, du coup, je les suis sur pas mal de procédures, sur tout ce qu'ils doivent apprendre, sur leur suivi de carrière, sur les nouveautés, sur tout ce qui se fait aujourd'hui et sur la préparation des Jeux Olympiques d'ailleurs en ce moment. Et sur cette partie-là, j'ai pas de souci de confiance en moi. Mais maintenant, quand on rentre dans des phases où on est un peu hors piste, tu vois, sur des compétences pures professionnelles, d'organisation, enfin, des choses vraiment propres au métier. Effectivement, on peut à un certain moment manquer de confiance en soi parce que on se retrouve dans une zone qu'on n'a pas l'habitude de voir et du coup être un peu déstabilisé, tu vois. Alors après, je me raccroche vite moi au sport de haut niveau et c'est ce qui fait que j'ai l'air justement, j'en parlais avec ma N+1 il y a pas très longtemps parce que j'avais mon rendez-vous annuel. Et elle me disait le souci qu'on peut avoir Steve avec toi, c'est que tu as l'air trop détendu. Et je lui dis, mais est-ce que les objectifs sont là? Elle me dit oui, ils sont dépassés même. Mais par rapport à tes collègues, ce qui est un peu embêtant, c'est que tu as l'air trop détendu et que eux sont un peu plus, tu vois, ça T'as peut presque gêner un certaines dédoublement de personnes. personnalité. C'est-à-dire que t'as l'air détendu, mais d'un autre côté, on sent que le mec, il a la rage, il sait ce qu'il veut, il a une atteinte des objectifs, il y a que ça qui compte. Bah Là, ouais, c'est carrément. presque antinomique les deux trucs, quoi. Exactement, c'est ça. Et après, les collègues qui travaillent avec moi, qui sont très proches, me disent, non mais on sait ce qu'elle veut dire, tu vois. Mais c'est vrai que quand on me connaît pas, on peut se dire, euh, ça peut paraître, ouais, ça peut paraître Mais qu'est-ce énervant qu'elle veut dire par t'es trop détendu? Ça paraît pas Bah, en fait, assez. je pense que vu que je suis, moi j'ai une vision du management aujourd'hui 2024 qui est à l'opposé de ce que je peux voir aujourd'hui dans l'entreprise. C'est-à-dire que euh, je trouve que humainement, j'hésite pas justement à m'impliquer parce qu'aujourd'hui, la force d'un manager, c'est aussi ça, c'est d'être émotionnellement impactant pour ses collaborateurs.
c'est d'avoir une possibilité de compréhension justement émotionnelle de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils veulent avoir et de pouvoir justement trouver les clés pour atteindre ces objectifs-là. Et donc du coup, j'hésite pas à me mettre à la place des gens. Et c'est vrai que de temps en temps, euh, je veux briser les codes qu'il peut y avoir de costard, cravate pour manager des gens, etc. Moi, je suis en mode sportif, tu vois, coach vraiment, Tu, même dans mon tu viens langage, en, dans mon tu viens en discours. sweet jogging, bosser, quoi. Alors, pas de jogging, tu vois, mais je peux avoir un petit sweat jean, une petite basket, casquette, etc. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, ça a dénoté un peu avec ce qui se faisait déjà, et même dans mon discours. Tu vois, dans mon discours, j'hésite pas à être totalement franc, transparent, comme un coach de vestiaire, tu vois, peut l'être avec ses gars. Mais par contre, ce qui passe, c'est que je suis transparent et que la relation, elle est saine. Tu vois, du coup, il y a pas d'ambiguïté, même quand on a besoin de se dire merde, on se dit merde. Et du coup, ça passe beaucoup mieux, ce qui ne se fait pas avec d'autres personnes, tu vois. Et ce que je trouve dommage, alors aujourd'hui, on est dans un management qui a tendance à changer, donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé au début, c'était pas évident. Et même des collègues à moi qui ont mon âge et qui managent des gens, manageaient pas de cette façon-là. Et moi, je trouvais ça particulier quand même d'être dans la, dans la, comment dire, d'être souvent dans chercher la chose négative. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple concret. Aujourd'hui, quand il y a une erreur qui arrive, pour pas mal de managers, il faut trouver la façon dont on va sanctionner la personne, etc. Mais l'erreur, pour moi, c'est le meilleur moyen de De, réussir. C'est-à-dire d'apprendre, que bien sûr. la réussite est obligée de passer par l'erreur. Mais c'est un processus humain. C'est-à-dire que tu veux apprendre à marcher, tu tombes plein de fois avant. Mais pourtant, on a ce paradoxe qui nous dit, non, il faut qu'on plombe tout de suite la personne. Mais comment tu veux qu'elle progresse? Parce J'ai qu'elle plein de finit fois par avoir des... peur de faire des erreurs au Bah final. oui, Donc, mais du coup, si elle comment a tu peur de faire veux des erreurs, elle va pas progresser. On est d'accord. Et du coup, j'ai plein de managers qui m'ont dit, lui, il faut le plomber. Et moi, je disais, non, je le plombe pas. Si tu veux le plomber, tu le plombes. Moi, je ne le plombe pas. Pourquoi? Mais parce que ça fait pas progresser les gens. C'est pas en tapant sur les gens que tu leur apprends des choses. Je dis, c'est pas comme ça que tu apprends. Je lui dis, si tu veux mon expérience de sportif de haut niveau, c'est clairement ce que je lui disais, je lui dis, moi, avant de réussir une technique, je prenais 35 coups de pied dans la tête. Parce que je l'ai loupé. Donc, si je m'étais arrêté la première fois, cette médaille mondiale, aujourd'hui, je l'aurais pas parce que c'est ce coup de pied-là qui m'a permis de l'avoir. Donc, c'est concret, tu vois. On est complètement Et d'accord. il y a des gens qui arrivent pas à comprendre ça. Non, c'est pas la Et mentalité. La mentalité ouais, anglo-saxonne américaine, elle est totalement OK avec le fait, d'ailleurs, même, je crois que dans le monde de l'entrepreneuriat là-bas, si tu as planté des boîtes, il y a aucun problème pour que tu refasses un c'est pas prêt. Et au grave. contraire, Exactement. c'est au contraire parce qu'ils se disent, bah, il a appris sur le fait d'avoir Ben, planté bien des boîtes sûr. avant. Par contre, en France, tu as planté des boîtes pour avoir des prêts et reconstruire derrière. Là, c'est plus Ah, c'est compliqué. compliqué. C'est compliqué. Donc, c'est vraiment cette notion, tu la retrouves un peu partout dans notre vie. Tu vois, dans la vie courante, dans la vie professionnelle et même dans ta vie de couple, peu importe. Si tu fais des erreurs, on plombe tout de suite. C'est une logique imparable aujourd'hui. Et pour moi, c'est pas ce qui fait que tu progresses. Enfin, tu peux pas progresser comme ça en tout cas. On parle souvent de cette notion d'identité qui est difficile à changer quand on arrête la carrière. On était sportif, médaille mondiale, médaille européenne, etc. Et puis on devient monsieur tout le monde, hein. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu ça, hein. Tu deviens un manager de plus à la SNCF. A priori, Exactement. d'après ce que tu me dis, un très bon manager. Mais Je sais toujours pas, est-il, non, mais en tout cas, c'est ma moi, méthode. ce que tu me dis, c'est le bilan que j'en tire. Maintenant, bon, il faudrait que je fasse comme dans l'émission, que je vienne une semaine sous tes ordres, vérifier. Avec Je vais me plaisir, tu déguiser, peux tu sais, venir. je vais me grimer pour ne pas que tu Tu me peux venir. reconnaisses, pour tester, pour te donner une note à la fin. Je vais peut-être lancer ça comme concept Ouais, non, d'émission. c'est une idée, c'est une idée. On va lancer une chaîne en fonction Je de suis ça. pas sûre que les médias me suivraient sur ça, mais enfin, au moins, on en rigole. Mais cette notion d'identité, tu m'as dit que c'était pas forcément facile à vivre pour toi. Bah, c'est pas facile parce que, comme je te disais, tu passes la France attend des médailles de toi à euh, il manque une signature sur le papier de ton collègue. Enfin, tu vois, non mais
on est je prends l'extrême exprès, mais ou si j'étais mécano, il manque un boulon à la voiture. Tu vois, enfin, tu passes d'un extrême à l'autre, et cette chute d'attention qu'on peut avoir envers toi, elle est au même point qu'une star qui deviendrait plus star, tu vois. Et du coup, il faut apprendre à le vivre. Mais si tu l'as jamais vécu, il y en a qui vont très bien le vivre, il y en a c'est un peu comme tout, psychologiquement, C'était quoi le il y en plus a qui sont difficile plus. dans cette phase-là? Moi, je pense que le plus dur, ça a été vraiment de me dire, il y a, tu redeviens, de retrouver des objectifs. Vraiment, pour moi, la phase la plus difficile, ça a été de retrouver des objectifs à la hauteur de ce que je pouvais me fixer quand j'étais sportif de haut niveau. Moi, c'est vraiment, je te l'ai dit, ma vie, c'est le jeu, c'est les objectifs. Donc, si je trouve pas C'est le quelque cas de chose tous mes clients, hein. Quand mes clients ils viennent me ouais, voir, c'est le j'imagine cas de bien, tous mes mais clients, hein. Parce que ta vie devient fade, clairement. Tu sais plus pourquoi tu bah te ouais, lèves, en tu sais fait, plus c'est ça, pourquoi tu ça vas, tu perd sais de sa pas. saveur et tu te dis, bon, bah, demain, je vais au boulot, demain, je sais que je vais faire ça, demain, je sais que je vais faire ça. Superbe. Puis il Et y on a fait plus quoi d'émotions. après-demain? Bah, la Parce même que chose. le sport Bah de haut ouais, niveau, c'est de très grandes émotions très fortes, finalement. Autant c'est ça. désagréables Mais qu'agréables, positive ou parce que tu négative, perds, hein, ouais. tu Ouais, vois, ouais. ouais, exactement. Alors, j'emploie plus ces mots, de positif ou négatif, parce que pour moi, une émotion, elle est importante à vivre dans la colère, la tristesse, Bien sûr. etc. Donc, c'est pour ça que je n'emploie plus le mot négatif, mais bien Mm. désagréable, parce que c'est une émotion désagréable à vivre, mais importante. Mhm. Alors que la Ouais, ouais, négativité, ouais, tu as envie de d'accord. la Ouais, bien repousser sûr. en disant, bah, je refuse ça, tu vois. Tout ce qui est négatif, tu refuses. Alors que c'est Bien sûr. désagréable, mais il faut le vivre. Bon, petite parenthèse, je rappelle tout le temps, mais Mm. j'aimerais que le message soit diffusé au grand public et qu'on arrête de fuir cette douleur et cette peur et ces Alors, je moments pense difficiles. qu'aujourd'hui, je la fuis même plus parce que, en fait, je pense qu'elle est nécessaire. Tu vois, je pense que ça Donc, fait on est partie, je te l'ai d'accord, dit, ça fait partie du processus. Tu es obligé de vivre des choses désagréables, comme tu dis, pour, après, c'est ce que t'en fais, en fait. bien sûr. Et je pense que la différence entre un sportif de haut niveau et peut-être une personne lambda, c'est aussi ça, tu vois, sa capacité Et au-delà de ce que à... tu en fais, c'est Mm, l'intention que tu mets quand tu le fais. bien sûr, exactement, Parce que exactement. tu peux faire du sport de haut niveau, mais ne pas être investi. Mais tu peux faire Bien exact et sûr, avoir les mêmes il y en a résultats. plein, Et tu peux faire du il y en sport a de haut niveau, plein. avoir les mêmes résultats et le vivre différemment. Donc c'est bien la différence. C'est pas tant ce que tu fais, c'est la manière dont tu le fais. C'est l'envie Mhm, que tu y mhm, mets. Et là, se fait bien toute la sûr. différence. Tout à l'heure, tu parlais également du changement de finances. C'est vrai que dans ce podcast, je parle très rarement des finances. On va pas parler de montant, on s'en fout. Mais tu parlais Mhm, du changement. Tu gagnais plus ta vie, mieux ta vie quand tu étais bien sûr, bien sûr. taekwondoïste. Et ensuite, tu es devenu un cadre, un manager classique. A priori, Mhm. ce changement-là t'a affecté. Alors au début, oui, en fait, même avant d'avoir ce changement, je me questionnais déjà parce que je travaillais avant, donc j'avais quand même cette expérience professionnelle et je m'y attendais un petit peu, donc je préparais le comment je vais faire. Mais même en sachant ce qui m'attendait, je savais qu'il y aurait cette chute de finances. Donc du coup, tu te poses la question quand même, comment je vais pouvoir rebondir parce que tu t'aspires dans la vie à pouvoir avancer, pas forcément reculer, même si ça fait partie de la vie aussi, hein, reculer pour mieux sauter, etc. Mais t'aspires à progresser, comme quand tu es dans le milieu professionnel, t'aspires à évoluer. Mhm. À aucun moment tu te dis non, bah je vais régresser, c'est cool. Donc du coup, quand tu perds, ne serait-ce que des choses infimes, tu te dis c'est quand même une perte. Et là, quand c'est plus impactant comme les finances, c'est d'autant plus marquant, surtout quand moi je venais d'avoir mes enfants, donc du coup tu te poses des questions et t'as envie d'offrir un peu à tes enfants ce que toi t'as pas eu, donc tu te dis, moi j'ai pas envie de replonger dans ce truc-là où je touche un SMIC et je vais vivre euh, entre parenthèses comme une personne lambda. J'ai fait trop d'efforts pour ça, j'ai donné trop de ma personne pour vivre autre chose, tu vois. Mhm. Et alors peut-être c'est égoïste, c'est pas égoïste, je sais pas du tout. Je suis personne pour juger de ça, mais tu te dis, t'as espéré faire tout ça pour mériter mieux en tout cas. Et au final, t'y reviens et tu te dis bon bah comment je vais pouvoir faire, etc. Alors après tu cherches des solutions et t'en trouves ou t'en trouves pas quoi. Et toi, t'en J'en as connais trouvé? qui n'en ont pas trouvé. Ouais, j'en ai trouvé. J'en ai trouvé parce que j'ai évolué dans la boîte où je suis. La boîte où je suis m'a permis d'évoluer parce que à côté j'ai su me diversifier, parce que à côté
je suis quelqu'un de très sociable et du coup, je me suis fait énormément de contacts dans le sport et j'ai beaucoup d'amis maintenant. Tu me posais la question de tout à l'heure, quelle activité j'ai. Effectivement, je fais du golf maintenant. Alors, je fais pas du golf pour le business parce que j'y suis arrivé vraiment par par plaisir et parce que un ami sportif de haut niveau m'a embarqué là-dedans. Brice Guyard, champion olympique d'escrime, qui m'avait permis à l'époque de jouer avec justement Gladys Epang et paix à son âme Alexis Vastine, de jouer pendant une compétition de golf où on se réunissait tous les ans avec les potes pour découvrir justement le golf et et jouer avec des pros. Et du coup, ça m'avait plu et je m'étais inscrit dans un club de golf. Aujourd'hui, dans ce club de golf, je suis ambassadeur d'une marque de golf, donc ça me permet euh, de, Wow, la de, de, classe! de voyager pas mal Ah et de voir ouais! toujours un peu tous les anciens sportifs de haut niveau. Alors cette marque de golf, c'est YouGolf pour ceux qui connaissent. C'est super agréable et du coup, ça me permet de jouer avec d'anciens sportifs de haut niveau, avec des personnes lambda aussi Pourquoi? C'est-à-dire, vous d'avoir organisez une compétition avec des anciens sportifs de niveau? Concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors tous les ans, moi, j'organise maintenant une compétition de caritative pour une association de mon choix où je fais venir effectivement plein de sportifs de haut niveau, des journalistes, un peu tout le monde. Donc tu seras peut-être invité la prochaine fois. Et d'autres sportifs de haut niveau le font aussi. Donc du coup, on se voit très très régulièrement. On a un noyau d'anciens sportifs de haut niveau, des footeux, des rugbyman, des handballeurs. Il y a un peu de tout le monde. Hein. Si tu vois mon niveau de Antoine golf, c'est une Comboiré, enfin il catastrophe, y a tout mais le je pense monde. que je vais aller prendre des cours pour pas te faire honte, Eh du coup. ben, tu seras la bienvenue et ce sera avec plaisir qu'on te donnera des cours. Et du coup, je te ferai découvrir si tu veux. Et du coup, ça me permet aussi de voilà de m'épanouir dedans, d'avoir toujours un pied dans le sport de haut niveau parce que je suis encore avec les anciens et on peut se remémorer des moments sympas. J'allais dire, ça fait du Et bien, puis hein. Ça fait du bien de ouais, se ouais, ouais, retrouver entre anciens sportifs de niveau. Il y a une espèce de communication, de code. Tu sais que t'as pas besoin d'expliquer. Je sais pas. Il y a des trucs qu'on n'a pas besoin exactement. d'expliquer qu'on sait. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Quand tu as vécu les mêmes choses qu'une personne, c'est il sait de quoi tu parles. Vous parlez le même langage, donc du coup derrière, tu sais quand il emploie un mot, tu sais quelle signification il a ce mot. Donc du coup, tu portes la valeur des choses et du coup vous prenez plaisir à parler, quoi. Quand j'ai débarqué après ma carrière, je l'ai dit, hein, la transition a été très rapide. Il a fallu une semaine entre quitter mes pointes, mon tartan, etc., et puis endosser, Mhm, mettre le micro, endosser le costume de journaliste télé. Ça a été très vite. Alors, si à la télé ça s'est bien passé, en dehors c'était plus compliqué, je m'en cache pas. Notamment sur tu viens de parler des us et coutumes, la façon de parler, les codes de langage. Moi, j'avais fait une blague, je vais pas la faire là parce que j'en ai tellement honte jusqu'à maintenant que je me suis cette blague là. Allez, je vais la faire parce que bon, allez, faut assumer. Il y avait une collègue qui était partie pendant ou un collègue, je sais plus, qui était parti pendant au moins une heure, ou je sais pas, on l'avait perdu de vue. Et mhm. comme je me suis beaucoup entraînée avec des garçons, j'ai dit bah elle est partie faire caca. Tu vois, ça me semblait facile à dire quand tu fais Oui, d'accord. du Mais dans le milieu sport. du sport, oui, effectivement, oui. Voilà, vas-y, elle est partie C'est faire rien. caca. Et donc, tous mes collègues journalistes de France Télévisions se sont retournés et m'ont regardé du style, mais qu'est-ce qu'elle dit? Et à ce moment précis, je me suis dit, OK, Vanessa, va falloir faire une mise à jour et très vite sur les us et coutumes, les langages, les codes de ton nouveau métier parce que, en fait, si t'es plus sportif de haut niveau, t'es vraiment devenu journaliste et il va falloir vite t'adapter. Est-ce que le fait que tu aies ce CIP à la SNCF t'as permis justement, alors tu travaillais déjà, mais c'était un autre monde, hein, le monde de la mécanique. Oui, Alors, carrément, on bien sait, sûr. c'est un peu comme le BTP, avec des Ouais. blagues un peu graveleuses, on sait ce que c'est. À la SNCF, je pense que les blagues ne sont pas tout à fait les mêmes. Peut-être que ça t'a permis justement de pas subir l'espèce de cassure que j'ai subie d'un coup au bout d'une semaine et Bah, bah, d'appréhender le changement. En fait, oui et non. En fait, pour être honnête, la grande chance qu'on a en CIP, c'est justement d'avoir cette arrivée progressive dans l'entreprise. Donc, du coup, ça permet à quelqu'un qui souhaite réellement s'intégrer, de s'intégrer petit à petit et d'apprendre un petit peu des choses nouvelles et puis des choses qui vont lui servir pour l'après. Maintenant,
euh, t'as beau être en CIP, t'as beau être détaché et venir de temps en temps dans l'entreprise, bah, tu retournes quand même dans le milieu du sport. Donc c'est dur de se détacher et d'avoir deux personnalités différentes, tu vois, à ce moment-là, parce que celle qui priorise, c'est forcément celle où ton objectif il est premier, donc forcément le sport. Et donc du coup, c'est vrai que tu as tendance à revenir un peu avec cette mentalité. Euh, mais on est quand même plutôt très bien accompagné et c'est dans ça que je parlais. Moi, j'ai été franchement, je remercierai jamais assez une femme qui s'appelle Akima Damzak qui a travaillé avec moi sur ça. Il y en a une autre qui s'appelle Juliette de Beaupuy qui a travaillé à la communication. Ces deux femmes, elles ont travaillé énormément avec moi sur ma reconversion chez SNCF. J'ai eu des gens qui m'ont offert des chances pour pouvoir tester des métiers. Voilà. C'est en fait le monde du travail et le monde du sport de haut niveau, c'est un peu pareil. Tu vois, t'as du positif, t'as du agréable, moins agréable, et t'arrives t'as vu, je retiens des deux aussi. Ouais, il a appris, il a Et appris. t'arrives et t'arrives à quand même à avancer. Et il faut faire un petit peu la même chose. Donc tu t'apprends les codes, tu fais en sorte euh, que ça soit pas trop démarqué par rapport aux autres. Mais je pense qu'il faut aussi quand même apprendre à impacter son milieu professionnel. Alors peut-être pas par sa façon de parler, mais en tout cas par sa façon d'agir ou par ses réactions ou par. Je veux pas me cantonner au métier de manager et de me dire bah voilà, un manager il fait ça et c'est tout. Tu vois, il y a qu'une façon de prendre des choses, ou il y a qu'une façon de réagir à une situation. Je m'empêche pas justement d'avoir ce recul et de me dire, il y a d'autres possibilités. Tu vois, tout est faisable et il y a d'autres possibilités. Ça, tu penses que c'est lié à ta personnalité ou c'est aussi un héritage de tout ce que le taekwondo t'a permis de vivre? Je pense que ça fait partie des deux. Je pense que c'est vraiment un mix des deux. Je pense que c'est ma personnalité qui est comme ça parce que j'aime pas être subir. Je suis vraiment dans l'action. Euh, et justement, ça a été une des difficultés un peu chez SNCF au début, c'était d'apprendre à être moins, moins, moins rapide, tu vois, et plus, ça c'est une grosse société, il faut que ça prenne du temps parfois les choses, pour que ça s'intègre, que les process s'intègrent, etc. Et c'est vrai qu'en haut niveau, on n'a pas l'habitude de ça, tu vois, il faut que tout aille vite, que tout soit rapide, etc. Et donc, du coup, ça peut te déboussoler, mais ouais, ça fait partie d'un peu de ma personnalité et aussi euh, de, euh, de ce qu'il faut, quoi. On arrive un peu au terme de ce podcast. À chaque fois que j'arrive à cette heure-là, j'ai pas envie de vous quitter. J'ai encore plein de questions. Je me dis toujours, mais il faudra un deuxième épisode parce que j'ai encore. C'est pareil, hein, je prévois une interview avec plein de questions. Je me laisse la liberté de dériver, de parler d'autres choses, de rigoler. Et du coup, il me reste une page avec encore plein de questions. Je me dis, il faudrait faire un épisode numéro 2 à chaque fois. Mais avant de se quitter, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui vont arrêter leur carrière à un moment donné, qui sont donc sportifs de haut niveau actuellement, qu'est-ce que Mhm. tu aimerais leur dire? Qu'est-ce que tu aurais voulu entendre, toi? Moi, je pense que, alors, je vais pas rentrer dans il aurait fallu qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, etc. Si on veut partir sur une note positive, j'ai envie de dire, soyez acteurs de cette fin. Peut-être prenez les choses en main. Si vous voyez que les gens ne font pas ce que vous voulez, prenez l'initiative d'aller les voir pour leur dire, j'aimerais bien qu'il se passe ça. Parce que parfois, et je le dis, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être pas la Fédé qui a merdé sur des choses. Ça se trouve, c'est moi, en fait. Je me remets en question. Parfois, il aurait peut-être fallu que j'aille voir la Fédé en disant, écoutez, moi, je trouve que ça, c'est pas normal. Je trouve qu'il n'y a pas de discussion entre nous, là, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Et du coup, ça me fait cet effet-là. Et peut-être que d'en discuter, ça aurait permis d'améliorer bah déjà le climat général, l'ambiance qu'il y a entre eux et moi à cette fin de carrière, parce que je pense que je peux apporter des choses au taekwondo encore aujourd'hui et que le taekwondo peut encore m'apporter des choses, mais aussi ça peut permettre de briser un peu des tabous et d'améliorer grandement
ton ressenti et ton estime de toi, tu vois, à ce moment-là. Vraiment, je pense que c'est ce que je donnerais comme conseil. Et de s'entourer vraiment de bonnes personnes, de personnes positives et, euh, et qui veulent vous faire avancer vraiment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Tu peux me souhaiter une bonne année 2024. c'est le, Je te souhaite une c'est le bonne année moment. 2024, 2025, 2026, 27. Voilà, exactement. Tu peux me souhaiter de me revoir pour qu'on fasse une partie de golf. Voilà, Ouais, ce que alors, tu peux de souhaiter. mon point de vue, ce serait très agréable, quoique, je ne sais pas. De ton point de vue, je suis pas sûre. Je te promets que j'ai C'est un super niveau agréable, je en t'assure. golf, c'est une catastrophe. Eh Il y a ben, des années, je fais le pari. on avait fait un stage On fait une vidéo. franco-polonais et ils étaient venus à Saint-Raphaël, au Crêpes de Saint-Raphaël. Il y a un golf pas très loin à Saint-Raph. Oh, on a fait une partie de golf avec donc les Polonais. C'était une cata. Les mecs qui nous attendaient derrière, tu sais, parce que tu vas au point suivant, au point suivant. On était tellement lents, loupés, on n'arrivait pas. Et j'ai retrouvé le fameux Polonais, on s'est reparlé il y a, je sais pas, il y a 2 semaines, et on a reparlé de cette partie de golf tellement c'est une cata, qu'on se roulait par terre de Mais rire, tellement comme on quoi, tu était vois, ça laisse des bons. moments, comme quoi le golf, ça laisse des moments épiques. Mais je te fais le pari que si tu viens jouer avec moi, tu verras que tu n'auras pas cette problématique-là. Ok, bon, alors le rendez-vous est pris. J'attendrai l'été quand même pour pour pas me Oui, mais geler. par contre, c'est ce que j'allais te dire. On est des personnes du soleil, donc on va attendre le soleil. On D'accord? va attendre le soleil, tu as raison, en tant que bon Martiniquais que nous sommes. Je te fais de gros bisous. Exactement. Merci Ben d'avoir merci pour participé à cette ce interview. podcast. Merci de m'avoir donné la parole. C'était important pour moi aussi. Ça me tenait à cœur. Et puis, j'avais vu tes podcasts qui me plaisaient énormément. Donc, plein de force à toi aussi. Et je te souhaite que du bonheur pour la suite. Ouais, c'est vrai que tu fais partie des auditeurs réguliers de ce podcast. Eh ben, toi Exactement. aussi, hein, si tu as apprécié ce moment, cher auditeur, n'hésite pas à me le faire savoir. Si tu veux partager ton expérience, si tu veux faire partie de mes teammates, donc de mes clients, et que tu souhaites que je t'accompagne, tu peux me contacter sur mon mail contact@vanessagladon.com. Si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, bien sache que l'appel découverte est gratuit. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, Steven nous l'a encore prouvé aujourd'hui, hein, qu'il faut croire jusqu'au bout parce que à découvrir le sport de haut niveau à 20 ans, ça c'est pas courant. Donc rien n'est jamais perdu. Alors on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast.